Voici la présentation pour ce webinaire de ce soir. Dans un premier temps, Claire Bidot va faire une petite introduction sur le cancer du sein avec un petit rappel anatomique. Par la suite, le docteur d'Olivet va vous parler des différentes chirurgies du sein. Et par la suite, pour parler de la rééducation post-opératoire, Véronique Fauré et Claire Bidot vont vous parler de la prise en charge post-opératoire immédiate à J1 jusqu'à J21 et la prise en charge en libéral. Et pour conclure, on fera un petit rapport sur les réseaux et les annuaires présents sur cette thématique dans la région. Alors, on va commencer par faire voilà, un petit point rapide sur le cancer du sein. Désolée. Donc, c'est le cancer le plus fréquent et meurtrier chez la femme et son incidence et sa mortalité diminuent heureusement d'année en année. Faut savoir que c'est un cancer quand même qui est de bon pronostic avec un taux de survie à 5 ans d'environ 87%. Et on recense environ 58 500 nouveaux cas en 2018 sur la France métropolitaine. Donc ça, c'est des sources de l'INCa. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a 1% des cancers du sein qui concernent les hommes. Vous pourrez avoir dans vos cabinets certaines fois des hommes qui viennent en post-opératoire aussi. Donc, en fait, une fois que le diagnostic du cancer du sein va être posé, la patiente va rentrer dans un parcours de soins. Donc, il y en a différents. Là, je vous ai mis un petit exemple. Donc, on va démarrer du dépistage. Donc, il va pouvoir être, par exemple, la mammographie. On va ensuite vraiment poser un diagnostic avec les résultats histologiques, donc de savoir si c'est tel ou tel type de tumeur. Et puis ensuite, on va faire rentrer la patiente dans un plan de traitement. Donc là, par exemple, on va faire une chirurgie première, puis de la radiothérapie, puis de la chimiothérapie et pour finir de l'hormonothérapie. Il faut savoir, par exemple, que la radiothérapie va être mise de manière systématique si on a un traitement conservateur et on va avoir beaucoup de chimiothérapie aussi chez des patientes jeunes. On peut aussi avoir différents autres parcours. En fait, par exemple, on peut avoir la chimiothérapie en premier avant la chirurgie. Et dans ces cas-là, on l'appellera chimiothérapie néoadjuvante. Tout au long de ce parcours de soins, la patiente elle va avoir besoin de ce qu'on appelle les soins de support. En fait, les soins de support, c'est défini par l'INCa comme l'ensemble des soins et des soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie, conjointement au traitement oncologique ou onco-hématologique spécifique lorsqu'il y en a. Donc, en fait, les soins de support, ça va regrouper, par exemple, la diététique, la psychologie, le service social. Ça peut être aussi de la réflexologie, de la sophrologie. De l'esthétique, par exemple. Et du coup, la kinésithérapie va s'inscrire vraiment dans ces soins de support. Donc, c'est vraiment des soins qui vont être mis en œuvre pour les patients tout au long du parcours. Il va y avoir différents effets secondaires. Là, je vous ai mis un petit peu une liste non exhaustive, bien sûr, des effets secondaires des différents traitements oncologiques qu'on peut retrouver dans le cancer du sein. Je vous ai mis en rose ceux qui vont intéresser un peu plus la kinésithérapie. Donc, tout ça, en fait, ça nous montre bien qu'il y a vraiment un intérêt d'une prise en charge kiné tout au long du parcours de soins et aussi parfois en après-cancer. Parce que l'hormonothérapie, c'est des traitements que les patientes vont prendre des années après. Et du coup, on va pouvoir encore voir de la fatigue, des douleurs musculo-squelettiques et aussi des prises de poids. Donc, on voit aussi que l'activité physique, elle va être au cœur, au final, du traitement, tout au long du traitement de la patiente et même après. Petit rappel anatomique vraiment bref sur le sein pour voir aussi son impact par rapport à l'épaule et aux différents muscles. Donc, si on regarde sur l'image en haut à droite, on va voir vraiment que la glande mammaire, elle est posée sur le grand pectoral. Donc, évidemment, on va avoir un travail tout au long de la rééducation sur ce muscle.
On peut voir aussi, bien sûr, la proximité avec le complexe de l'épaule sur la petite image du dessous, mais aussi du petit pectoral, donc qui va s'insérer sur le processus coracoïde. Donc, on va avoir déjà de la scapula. On va aussi avoir dans certaines chirurgies, notamment dans les reconstructions mammaires immédiates, parfois un amarrage de la prothèse directement, enfin mise dans un filet et directement accrochée au muscle grand pectoral. Il faut avoir des points vraiment sur ce muscle-là, donc il peut aussi réagir à certaines chirurgies. Et puis, évidemment, plus on va aller vers le creux axillaire, plus on va avoir une proximité avec le grand dorsal, le grand dentelé et vraiment tous les muscles du complexe de l'épaule. Je vais laisser maintenant la parole au docteur d'Olivet qui va vous parler des chirurgies du sein. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, je vais vous parler des chirurgies du sein, donc que ce soit en prise en charge vraiment du cancer, mais aussi tout ce qui est une reconstruction différée et immédiate. Donc, dans la chirurgie du cancer du sein, on va, au niveau vraiment de la glande mammaire et de la zone où est localisée la tumeur initiale, avoir deux possibilités de traitement, soit un traitement conservateur, soit un traitement qu'on va dire radical, qu'on appelle une mastectomie. Les chirurgies conservatrices, vous pouvez voir plusieurs termes en fait utilisés dans les comptes rendus. Alors, on parle de zonectomie en fait quand on ne palpe pas de la lésion, une tumorectomie quand la lésion est palpable, et l'oncoplastie en fait, ça va être des techniques de tumorectomie en fait de chirurgie d'exérèse du cancer associées à des techniques de chirurgie plastique. Afin d'enlever des tumeurs de taille plus importante. Avant, en fait, on se mettait un seuil en fait de taille limite qui nous indiquait de réaliser une mastectomie. Et maintenant, en fait, on ne se met plus de seuil de taille de tumeur et on s'adapte à chaque patiente. C'est-à-dire qu'on va voir le rapport entre la taille de la tumeur et le volume du sein. Et s'il est possible de réaliser ce traitement tout en ayant un objectif d'avoir un résultat esthétique satisfaisant. Pour les lésions non palpables, les patientes auront en préopératoire systématiquement un repérage de la lésion. Ce repérage, chez nous, au Centre François Baclès, il est fait par une injection de bleu au sein, vraiment au contact de la tumeur ou de la zone à opérer. Beaucoup de centres utilisent plutôt les fils repères métalliques. Bien sûr, cette chirurgie elle nécessite des marges d'exérèse qui vont être différentes en fonction du type histologique. Alors, on va dire en fait la distinction entre le carcinome in situ et le cancer invasif, que vous pouvez prendre en charge des patients qui ont ces deux types de lésions. Les marges d'exérèse vont être un petit peu différentes. En tout cas, ce qui est systématique dans ce type de chirurgie, c'est toujours faire l'exérèse en fait en ayant toujours le même plan en superficiel et en profondeur, c'est-à-dire en allant de la peau au muscle grand pectoral. Comme vous a montré Claire sur les repères anatomiques, la glande mammaire en superficiel et en profondeur, ce sont les plans d'attachement en fait. Et donc, du coup, ce sera qu'en latéral qu'on pourra évaluer les marges d'exérèse. Comme vous a dit Claire également, toujours complété par la radiothérapie adjuvante. Donc, au niveau de là, vous avez des images en fait en paire opératoire. Donc, ici en bas, vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, il y a un fil repère qui nous aide à savoir où sont localisées à peu près les lésions. La majorité du temps, on va faire une incision autour de l'aréole pour un petit peu cacher la cicatrice, mais on s'adapte en fonction de la localisation de la tumeur. Et après, une fois que l'exérèse de la tumeur est réalisée, on posera des clips de manière systématique dans la zone de tumorectomie afin de pouvoir réaliser le boost de radiothérapie qui sera nécessaire dans certains cas.
Donc là, c'est des photos de pièces de tumorectomie. C'est à chaque chirurgie, en fait, on a besoin d'orienter la pièce opératoire. C'est très important pour nous pour évaluer les marges et savoir si on a une indication, par exemple, si les marges ne sont pas suffisantes ou atteintes, de reprendre la patiente et sous quelle forme. Pour vous parler un petit peu d'oncoplastie, en fait, alors dans chaque tumorectomie, on a besoin de faire un remodelage glandulaire, c'est-à-dire que forcément la zone qui a été opérée, il y a un défect de glande qui va être plus ou moins important en fonction de la taille tumorale. Et pour chaque tumorectomie, on va de toute façon faire un remodelage, c'est-à-dire qu'on va aller décoller la glande mammaire, soit du plan sous-cutané, soit au niveau du plan pectoral pour la faire glisser et venir combler la zone qu'on a opérée. L'oncoplastie, en fait, on va aller pousser ce remodelage à l'extrême parce qu'on va aller enlever beaucoup de glandes mammaires et on va utiliser, en fait, on va s'inspirer des techniques de réduction mammaire des chirurgiens plastiques. C'est-à-dire que quand on fait une oncoplastie, on enlève systématiquement une partie de l'étui cutané, on enlève de la peau. En plus de ça, dans l'oncoplastie, quand en fait vous faites une tumorectomie, la plaque aréolo-mamelonnaire, elle va être déviée vers la zone de tumorectomie, donc elle va être complètement décentrée. Donc pour recentrer cette aréole, on va aller désépidermiser la peau, c'est souvent cette technique-là, en tout cas on désépidermise la peau autour de l'aréole pour la recentrer et pour vraiment avoir un résultat de forme de sein normale, avec souvent au détriment du volume. Sur les oncoplasties, on peut être amené à enlever quand même pas mal de volume mammaire, mais la forme du sein, l'objectif, c'est que la forme du sein soit normale. Après, donc, du coup, si vous avez des patients qui ont des oncoplasties, vous verrez que c'est au détriment, au prix de grandes cicatrices quand même, parce qu'on est obligé du coup d'enlever de la peau. Il y a une cicatrice tout autour de l'aréole pour la plupart du temps. Quand on ne peut pas faire un traitement conservateur, on fera une chirurgie radicale. Il y a certaines indications qui sont systématiques, c'est-à-dire une patiente qui n'aura pas de possibilité d'avoir de la radiothérapie, soit parce qu'elle a un antécédent de radiothérapie qui contre-indique la possibilité d'en refaire, soit pour une autre raison. Dans ce cas-là, on ne peut pas faire de traitement conservateur parce que le traitement ne sera pas optimal. Parce qu'on ne peut pas associer du coup les deux traitements conservateurs et la radiothérapie. Comme il y a une partie qui manque, ce n'est pas possible de proposer ça aux patientes. Il y a d'autres cas où on est obligé de le faire, c'est quand on a des lésions qui sont multifocales. Au niveau du sein, en fait, par exemple, une patiente qui a 2 lésions dans le sein, si elles sont localisées à peu près dans les mêmes cadrans, on pourrait envisager de faire une oncoplastie, comme je vous ai présenté juste avant. Si, par exemple, c'est dans des cadrans complètement différents, malheureusement, on est obligé de réaliser une mastectomie. Ça peut être aussi le choix de la patiente ou parce que la lésion est trop grande. Donc la mastectomie, ça c'est une vue en opératoire. En fait, on va faire une incision qui va emporter l'aréole et le mamelon et une grande partie de la peau, parce que l'objectif, ça va être que la cicatrice se retrouve de manière horizontale et avec une peau aplatie sur la paroi thoracique. Comme la tumorectomie, on va passer dans le plan sous-cutané qu'on appelle le plan des crêtes de durée, qui est la zone d'attachement de la glande mammaire au plan sous-cutané et au muscle pectoral, et ce de manière donc systématique pour l'ensemble de la glande mammaire. C'est toujours envoyé de manière orientée pour l'analyse. C'est important au niveau de la mastectomie d'avoir une cicatrice la plus aplatie possible. Et bon, après, les patientes, elles cicatrisent plus ou moins bien. Il y a parfois des lymphocèles, on va revoir après. Mais c'est important d'avoir une bonne cicatrisation et une bonne... ce type de chirurgie doit être bien faite quand même pour que les patientes puissent bien s'appareiller derrière avec leur prothèse externe. La chirurgie du sein, elle comporte systématiquement dans le cancer du sein une stadification ganglionnaire. Ça, c'est systématique dans les cancers invasifs, à la différence des in situ, qu'on peut aussi un petit peu qualifier de pré-cancer parfois pour simplifier pour les patientes. Cette chirurgie ganglionnaire, elle peut être faite de 2 façons, soit la recherche du ganglion sentinelle, soit un curage axillaire.
Le curage axillaire, le principe, c'est d'enlever tous les ganglions qui sont au niveau du creux axillaire, qui est la zone préférentielle de drainage du sein. Mais c'est une chirurgie qui présente quand même pas mal de morbidité. Et depuis quand même maintenant un certain nombre d'années, on réalise majoritairement des ganglions sentinelles. Le principe du ganglion sentinelle, c'est qu'on va pouvoir, avec ce prélèvement, représenter l'ensemble des autres ganglions, en fait. Donc, on le fera que chez les patientes qui n'ont pas d'atteinte prouvée du ganglion de manière initiale. Si on a une atteinte qui a été démontrée soit par les examens d'imagerie, soit par un prélèvement, là, on est obligé de faire un curage axillaire pour l'instant. C'est des choses qui peuvent évoluer parce que les indications de curage axillaire sont vraiment on est vraiment dans une désescalade. Donc, c'est des choses qui peuvent, dans les années à venir, évoluer. Donc, vraiment avec une augmentation des ganglions sentinelles et une réduction des curages axillaires. Donc, la technique du ganglion sentinelle, en fait, donc, comme je vous ai dit, c'est d'évaluer le statut ganglionnaire des patientes en partant du principe qu'il y a un envahissement de proche en proche et que si on prend le premier ganglion qui draine le sein, on va avoir l'information sur l'ensemble des ganglions qui drainent le sein pour la patiente. On fait cette technique-là, enfin cette détection, grâce à l'injection d'un marqueur de médecine nucléaire, le technétium. Ça, c'est une injection qui est faite avant l'intervention, donc en médecine nucléaire. Et donc, nous, en fait, au niveau du bloc opératoire, on a une sonde qui va être mise dans une poche stérile qui va permettre de voir la zone qui va capter le signal. En fait, on a une machine qui va émettre un son, en fait, plus ou moins fort si on est proche du ganglion qui a capté le traceur. Si cette technique, elle ne fonctionne pas bien et qu'on voit que la sonde, elle sonne pas beaucoup en opératoire, on va injecter en plus du bleu de patenté au même endroit, hein, souvent dans les cadrans supérieurs du sein. Et ça fonctionne à peu près entre 3 et 5 minutes. On laisse le marqueur se drainer dans les ganglions. Et donc, on a cet aspect de ganglion bleuté que vous voyez sur la photo du haut. On fait quasiment plus d'analyse extemporanée. Donc, analyse extemporanée, ça veut dire qu'on fait une analyse de n'importe quel organe ou qu'on enlève en chirurgie et qu'on envoie au laboratoire d'Anapat. Ils nous font une analyse en 10, 15, 20 minutes. Ça, on ne le fait quasiment plus parce qu'on n'a quasiment plus, comme je vous disais avant, d'indication de curage axillaire, même si ce ganglion sentinelle est positif. Donc, c'est des choses qui doivent être discutées derrière en réunion de concertation pluridisciplinaire pour vraiment décider ensemble avec tous les éléments du dossier de savoir est-ce que cette patiente elle a un intérêt à avoir un curage axillaire complémentaire ou pas. Ce n'est pas nous tout seuls au moment de l'intervention qui devons prendre la décision. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait quasiment plus d'analyse péropératoire du ganglion. Pour le curage axillaire, en fait, tous les curages qui sont faits en chirurgie, l'idée, c'est d'enlever une zone anatomique avec une lame ganglionnaire, en fait, qui a été décrite comme une zone de drainage d'un organe. Donc là, pour le sein, c'est au niveau du creux axillaire. Il y a plusieurs étages. Vous pouvez avoir entendu parler des étages de Berg. En fait, nous, dans le curage axillaire pour le cancer du sein, il faut enlever les 2 premiers étages sur les 3. Ils sont représentés, donc nous, en fait, on doit rechercher une anatomie précise pour enlever la lame ganglionnaire qui est au sein de cette anatomie. Donc, pour le curage axillaire, on doit avoir le nerf du grand dentelé en interne, le pédicule thoracodorsal ou le nerf grand dorsal en externe et la veine axillaire en haut. Et en fait, ça fait une sorte de triangle et on enlève la lame ganglionnaire qui est dans cette zone-là. Le nerf cutané intercostal, on essaye de le conserver au maximum, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, on fait beaucoup moins de curage axillaire qu'avant. Et quand on les fait, en fait, c'est souvent chez des patients qui ont des grosses atteintes ganglionnaires avec des adénopathies qui peuvent être un petit peu fixées ou difficiles à enlever. Et souvent, on a du mal finalement à le conserver, alors qu'avant, on le conservait beaucoup parce que finalement, on faisait des curages chez des patients qui avaient des ganglions qui n'étaient pas atteints et qui, entre guillemets, étaient faciles à faire. L'atteinte du nerf cutané, après, ça ne donne pas forcément de complications dans les suites. C'est souvent des petites
des petites paresthésies ou des douleurs dans la face interne du bras. Enfin, c'est des petites choses comme ça, mais qui souvent récupèrent et ne sont pas gênantes pour la patiente. Dans les complications liées à la chirurgie, donc que ce soit la chirurgie du sein ou ganglionnaire, au niveau précoce, on peut avoir des complications liées à l'installation avec des compressions tissulaires nerveuses. On installe les patientes avec les bras en croix. Des fois, on essaye de faire attention à la position au bloc opératoire, mais ça peut arriver comme toute chirurgie qui est faite sous anesthésie générale. On a forcément, donc on informe les patientes du risque d'hémorragie. On a un certain nombre de patientes, alors c'est pas très fréquent, mais qu'on est obligé de reprendre pour des saignements, des hématomes. On peut avoir un risque infectieux, c'est pareil. On a pas mal de patientes aussi qu'on va suivre et qui vont se retrouver avec des infections du site opératoire, que ce soit au niveau du sein ou du creux axillaire. Des douleurs, bien sûr. Lymphocèle, lymphodème, on en parlait tout à l'heure, mais la lymphocèle, elle est très fréquente chez les patientes qui vont avoir une mastectomie ou un curage axillaire, un peu moins dans les autres cas. Chez nous, la majorité des traitements conservateurs, donc les tumorectomies, sont faits en ambulatoire et les mastectomies sont hospitalisées 48 heures. Les soins post-opératoires, c'est pareil. Alors, ça dépend bien sûr des centres. Nous, classiquement, on va prescrire des pansements à faire tous les 2 jours jusqu'à cicatrisation aux patientes. Et elles seront revues en consultation à 3 semaines post-opératoires pour les résultats, la majorité du temps par l'oncologue directement. Et ensuite, grâce à ces résultats et l'analyse de l'ensemble de ce qui a été enlevé au niveau de la chirurgie, on va pouvoir leur présenter leur plan de traitement, savoir donc si elles ont de la radiothérapie, souvent sur les traitements conservateurs qu'on le savait avant, mais savoir si elles vont avoir de la chimiothérapie ou non et de l'hormonothérapie. Chez nous, effectivement, au centre François Baclès, on a un service de pansement, de suivi de cicatrisation qu'on appelle les soins externes, qui est là pour nous aider en fait avec des infirmières spécialisées qui sont là pour nous aider pour gérer les suites post-opératoires, et c'est notamment elles qui réalisent les ponctions de lymphocèles. Je vous ai mis quelques photos de complications que vous pouvez voir sur ce type de chirurgie. Donc après, c'est des complications qui vont nécessiter surtout d'être surveillées et d'être accompagnées au niveau des soins infirmiers. C'est vrai que je ne vous ai pas mis forcément d'infection ou d'hématomes ou de choses comme ça. C'est plus des défauts de cicatrisation, des retards. Là, je voulais vous montrer une vidéo en fait de lymphocèle pour vous montrer quel aspect ça peut avoir. C'est vraiment du liquide qui va se collecter derrière la cicatrice de mastectomie. Là, chez la patiente, en fait, on voit que c'est pas forcément très gênant parce que c'est assez souple, mais parfois, ça peut vraiment mettre en tension la cicatrice et être désagréable pour les patientes. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne très facilement en consultation et c'est donc, chez nous, c'est fait par nos infirmières aux soins externes. Donc là, c'est une vidéo d'une ponction. Alors là, c'est sur je pense sur un curage axillaire. En tout cas, c'est au niveau du creux axillaire. Donc, ça se fait avec une aiguille. Les patientes, elles sentent rien en post-opératoire. Souvent, c'est des zones qui sont complètement anesthésiées, en fait. Et donc, on utilise un flacon de redon aspiratif. Ça peut être parfois, ça peut nécessiter parfois d'être répété plusieurs fois. C'est assez rare qu'on aille au-delà de 2 ponctions sur une mastectomie, mais ça peut arriver. Je vais vous parler maintenant de la reconstruction mammaire. Les principes de la reconstruction mammaire, ça va être principalement de reconstituer un volume et une forme. On va forcément s'adapter à la morphologie de la patiente et la morphologie de son sein contralatéral. On peut très bien envisager, je vous en reparlerai après, de faire aussi un geste de symétrisation si la technique de reconstruction n'est pas possible par rapport au sein contralatéral, de refaire quelque chose d'équivalent. L'idée, c'est de faire vraiment une sorte de trompe-l'œil pour récupérer quelque chose de symétrique et une harmonie pour la patiente. Même si on sait qu'on ne va pas reconstituer un sein normal.
ça nécessite toujours plusieurs étapes chirurgicales. Il y aura quasiment toujours plusieurs interventions. Il va y avoir 2 grands types de reconstruction, la reconstruction mammaire différée et la reconstruction mammaire immédiate. C'est-à-dire que la reconstruction mammaire différée, elle va être réalisée après une mastectomie telle que je vous l'ai présentée juste avant. On a souvent des délais qu'on se met à respecter pour envisager de faire la reconstruction différée, surtout par rapport à la radiothérapie. C'est-à-dire qu'on va attendre que la peau récupère ses capacités de cicatrisation. En tout cas, on va essayer de se mettre le plus loin possible pour qu'elle ait récupéré en partie cette fonction. Si on se met trop près de la radiothérapie, en fait, elle ne va pas récupérer cette fonction, même si elle a l'air saine cliniquement. En fait, on sait que derrière, au niveau de la chirurgie, ça va être source de grosses complications. On va dire que les avantages de la reconstruction différée, c'est qu'il y a vraiment un temps de traitement du cancer, deuil du sein et ce processus de reconstruction. L'inconvénient, c'est que y a des délais, forcément, vu qu'on est obligé d'attendre par rapport à la fin des traitements. Et on a perdu l'avantage d'avoir l'étui cutané, l'aréole et le mamelon. La reconstruction mammaire immédiate, en fait, c'est-à-dire qu'on va faire la mastectomie et une reconstruction dans le même temps opératoire, le même jour. L'avantage, à l'inverse de la reconstruction différée, c'est qu'on va conserver l'étui cutané et parfois, on peut conserver, dans certains cas, l'aréole et le mamelon. Souvent, ça peut être l'inconvénient, ça peut être que c'est des prises en charge qui doivent être rapides parce qu'on est dans le traitement du cancer et que du coup, ça va pas forcément être facile de donner toutes les informations à la patiente, d'expliquer en même temps le traitement de son cancer, la chirurgie, les risques de complications, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact au niveau de l'image corporelle, etc. Donc, des fois, on est dans des prises en charge un peu rapides qui peuvent être difficiles à vivre et avoir des difficultés à accepter cette reconstruction. Et on a aussi cet inconvénient, entre guillemets, qu'on ne doit pas faire prendre de retard au traitement. Et donc, il faut quand même qu'on soit raisonnable dans nos indications et que les patientes, elles puissent ensuite avoir leur radiothérapie ou leur chimiothérapie sans délai à cause de notre reconstruction. Donc il y a certaines quand même contre-indications à la reconstruction mammaire immédiate qui existent toujours, notamment les cancers du sein inflammatoires. Par contre, la radiothérapie, que ce soit un antécédent de radiothérapie ou une radiothérapie dont on sait qu'elle va avoir lieu après la chirurgie, ne sont plus vraiment des contre-indications qu'on se met aujourd'hui. En tout cas, nous, au Centre François Baclès. Il y a encore des centres qui ont un petit peu de mal à passer ce cap, mais nous, on commence à faire beaucoup de reconstruction mammaire immédiate. Vous allez le voir dans vos patientèles par rapport à ne serait-ce qu'il y a 2 ou 3 ans. Dans les techniques de reconstruction, il y a, on va dire, 2 grandes familles, les reconstructions par prothèse et les reconstructions par lambeau. Le lipomodelage, c'est du transfert graisseux, c'est un peu une technique un peu complémentaire. Il y a parfois des techniques de reconstruction exclusives par lipomodelage, mais c'est pas très fréquent. Dans les reconstructions mammaires prothétiques, on a plusieurs types de prothèses. Il y a les prothèses d'expansion, vous pouvez entendre parler d'expandeurs. En fait, ça, c'est des prothèses qu'on va utiliser en cas de reconstruction mammaire différée. Dans la reconstruction mammaire différée, donc on a perdu l'étui cutané, il va falloir qu'on récupère de la peau pour pouvoir créer un volume. Et donc, on va aller positionner cette prothèse intermédiaire soit derrière la peau, soit derrière le muscle pectoral. Et on va ensuite, une fois que ça sera cicatrisé, le gonfler grâce à une valve. En fait, il est complètement dégonflé une fois qu'on le positionne et on va le gonfler avec du sérum physiologique au fur et à mesure en consultation pour expandre la peau. Donc, ça peut mettre plusieurs mois avant de récupérer vraiment tout l'étui cutané qui est nécessaire. Souvent, on ne va pas forcément avoir des très gros volumes. Il ne faut pas que la patiente ait un très gros volume mammaire ou alors envisager une réduction mammaire contralatérale. Mais du coup, c'est une étape nécessaire avant d'envisager de changer cette prothèse intermédiaire par une prothèse définitive. Les prothèses définitives, on les pose par contre de manière immédiate dans les reconstructions immédiates.
Ces prothèses, en fait, avant, on avait tendance, et encore, il y a beaucoup de centres qui le font, à la positionner en rétromusculaire, donc derrière le muscle pectoral, avec l'avantage, en fait, que cette prothèse, elle va être complètement recouverte par le muscle pectoral, et donc on va se mettre un petit peu à l'abri des défauts de cicatrisation, avec le risque que la prothèse, elle s'infecte, et qu'on soit obligé de l'enlever, parce qu'on a une interposition entre la prothèse et la peau. Aujourd'hui, de plus en plus, on va mettre la prothèse directement en sous-cutané, notamment dans les reconstructions mammaires immédiates, parce que finalement, il y a pas mal d'études aujourd'hui, on commence à avoir du recul pour montrer que finalement, on n'a pas forcément plus d'infections, plus de dépôts de prothèses ou plus de défauts de cicatrisation. Parfois, on utilise, comme vous l'a dit Claire tout à l'heure, une matrice, une sorte de filet, en fait, dans lequel on va mettre la prothèse et qu'on va amarrer au muscle. Alors, ça, c'est des choses qui évoluent, hein, dans les techniques, elles évoluent. Donc, on a utilisé beaucoup de matrices pendant un temps. Là, on commence à finalement en mettre un petit peu moins. Donc, bon, c'est des choses qui évoluent parce que c'est des techniques qui il y a 2 ou 3 ans, on ne se faisait pas beaucoup, donc on en fait plus maintenant, on a un peu plus de recul, donc on avance, on recule, on essaye de voir quelle patiente bénéficierait de cette matrice, quelle autre patiente, finalement, il n'y en a pas forcément besoin. Ça dépend un petit peu aussi de l'anatomie de la patiente et du volume mammaire. Classiquement, on a tendance à dire que les reconstructions mammaires par prothèse sont plutôt à conseiller chez les patientes qui ont un petit ou un moyen volume. Comme je vous disais tout à l'heure, le tabac, l'antécédent de radiothérapie peuvent être une contre-indication, mais en fait, finalement, on ne se met plus ces freins-là aujourd'hui, surtout dans la reconstruction mammaire immédiate. Après, c'est vrai que sur les reconstructions mammaires différées, on va avoir tendance à ne pas le proposer chez les patientes qui ont des séquelles de radiothérapie ou un étui cutané où on voit qu'il est de mauvaise qualité. Nos patientes en reconstruction mammaire immédiate sont souvent hospitalisées 48 heures avec un drainage qui va être mis en place pendant plusieurs jours. En fait, on va plutôt favoriser un retour à la maison avec le drain et une ablation par l'infirmière avec des consignes très précises. De la kiné précoce, on va parler tout à l'heure. Les complications sont les mêmes que pour les chirurgies que je vous ai présentées tout à l'heure, hématomes, troubles de cicatrisation, infection, mais juste avec ce souci qu'il faut vraiment qu'on évite au maximum l'infection, parce qu'une infection de la prothèse égale échec de la reconstruction, on est obligé d'enlever la prothèse. Sur le long terme, on peut avoir des ruptures de prothèses, des évolutions du résultat esthétique. Les prothèses, elles sont surveillées normalement cliniquement, mais pas aussi par échographie. On ne les change plus de manière systématique à 10 ans. On voit en fonction de la tolérance et s'il n'y a pas du tout d'aspect, si ça n'a pas du tout bougé à l'échographie, on ne va pas forcément la changer. Voilà quelques résultats de reconstruction. Vous voyez des choses vraiment très variables en fonction des patientes, avec quand même souvent des choses qui sont, en tout cas nous, de notre regard, des choses qui sont souvent très satisfaisantes. Là, c'est des images de complications, donc forcément, le résultat esthétique n'est pas du tout satisfaisant. Donc là, vous voyez, défaut de cicatrisation, ça a nécrosé en fait, et du coup, on voit la prothèse. Donc là, il n'y a pas de choix que d'enlever la prothèse et la peau qui est abîmée en fait. Ici aussi et là. Oui, alors je vous dis ça, mais vous ne voyez pas ma souris en fait. Donc sur les 3 photos de gauche et sur les 3 photos de droite, en fait, vous voyez principalement. Donc sur ces 3 photos-là. Et sur ces photos-là, en fait, ici et ici, vous voyez un aspect de coque. C'est-à-dire que la coque, c'est quelque chose dont on a besoin pour que la prothèse ait bien sa place et ne bouge pas. Mais parfois, cette coque, elle est trop importante et en fait, elle va figer la prothèse et la peau va complètement se rétracter dessus, avec cet aspect-là, où on voit vraiment complètement les bords de la prothèse. Je fais ça.
Juste l'hypomodelage, vous en avez parlé un petit peu juste avant. Donc, le principe, c'est ce qu'on appelle un transfert graisseux. En fait, on va aller prélever du gras dans les hanches, les cuisses, le ventre. Et en fait, on va venir le réinjecter dans la zone qui nous intéresse. Et il faut que ces cellules adipeuses se greffent. On le fait de manière plutôt complémentaire aux autres reconstructions, par exemple autour d'une prothèse, sur une coque ou sur des zones qui ne sont pas bien comblées par la prothèse. C'est vraiment complémentaire pour venir donner un aspect plus naturel. On peut aussi s'en servir pour réparer des séquelles esthétiques dans les tumorectomies. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on faisait un remodelage ondulaire, qu'on essayait de combler la zone qu'on a opérée, mais parfois, ce remodelage, en fait, il ne va pas bien fonctionner, il va mal cicatriser, il va être aggravé par la radiothérapie derrière. Et du coup, on a des patients qui ont des gros défects et dont la seule solution pour avoir quelque chose d'esthétique, c'est de venir réinjecter du gras sur cette zone pour recombler, en fait. On a quand même des choses, enfin, on doit s'assurer, par exemple, quand on fait une réinjection dans un sein qui a une tumorectomie, il faut absolument respecter un délai de 2 ans après la fin des traitements et avoir un bilan d'imagerie complet pour être sûr qu'au niveau oncologique, on n'ait pas de risque, en fait, parce qu'on vient greffer des cellules dont on ne connaît pas bien, en fait, on n'a pas forcément de recul sur l'impact par rapport à la zone qui a été opérée, en fait. Donc ça, c'est ce qu'on prélève. Donc, on prélève au niveau des cuisses. En fait, on va le centrifuger. Vous aurez 3 phases. Donc, il y a du sang, vraiment la zone qui nous intéresse ici avec les cellules adipeuses qu'on va greffer. Et là, ça, c'est quelque chose, une sorte de sérum qu'on va éliminer. Et en fait, quand on va réinjecter, l'objectif, c'est de faire des petites travées, en fait, comme ça, et de faire un quadrillage. Parce que si on réinjecte tout d'un coup, en fait, le risque, c'est de faire des kystes, en fait, de cytostatonnécrose et du coup, d'avoir juste du liquide et pas vraiment une greffe de cellules adipeuses. Donc là, c'est une petite illustration, en fait, de réinjection autour de la prothèse. Alors là, c'est une prothèse qui est mise en rétro-pectoral. Donc, du coup, on sait que le muscle pectoral, on peut vraiment greffer facilement dessus. Donc, c'est quelque chose qui se faisait beaucoup en périprothétique quand on les mettait en rétro-pectoral. C'est vrai que sur les reconstructions mammaires immédiates avec des prothèses en sous-cutané, on va faire vraiment attention parce qu'on a vraiment un risque de perforer la prothèse quand on fait ça, en fait, parce que vraiment l'espace entre la peau et la prothèse est vraiment très fin. Les suites opératoires, il faut savoir qu'on perd quasiment un tiers du volume de ce qui a été greffé. Tout ne va pas se greffer et on va avoir un résultat à peu près stable au bout de 3 à 4 mois. Parfois, on peut être amené, ça peut être une reconstruction exclusive par l'hyporemodelage. Et dans ce cas-là, en fait, on fait des séances qu'on espace tous les 3 mois, justement pour attendre que le résultat soit stable. Bien sûr, dans les complications, ça peut être surtout sur le site de prélèvement où on peut avoir pas mal d'hématomes, d'échymoses. Et il faut qu'on fasse bien attention aussi quand on prélève, parce qu'on peut avoir des défects aussi, créer des défects, en fait, sous-cutanés si on prélève de manière trop superficielle. On fait attention aussi quand on prélève au niveau de l'abdomen. En fait, par exemple, on ne va pas faire de prélèvement si vraiment il y a eu des chirurgies, si on a des cicatrices au niveau du ventre, parce qu'on peut vraiment avoir un risque de faire des plaies abdominales. L'autre grand type de reconstruction, je vous ai dit que c'était les lambeaux. Dans les lambeaux, il y a 2 types de lambeaux. Il y a les lambeaux pédiculés et les lambeaux libres.
Dans les lambeaux pédiculés, en fait, le principe, c'est qu'on garde le pédicule de la zone du muscle ou de la zone qu'on va aller prélever. Le lambeau qui est pédiculé et qui est le plus fréquent en France, c'est le lambeau de grand dorsal. On peut le faire de manière isolée, donc comme on va parler d'autologue, ou on peut l'associer à une prothèse. Donc on va venir chercher toute la palette du grand dorsal et en plus, on va venir chercher une palette cutanée et graisseuse. En général, on fait l'incision de manière horizontale dans le prolongement en fait, de la cicatrice de mastectomie. L'avantage, donc, c'est comme je vous ai dit, c'est de conserver le pédicule vasculaire du muscle et on va venir le basculer en avant au niveau de la zone où il y avait la mastectomie. L'avantage, c'est qu'on récupère du volume et de la peau. C'est un lambeau qui est assez sûr au niveau vasculaire, avec très peu de complications de type de nécrose. Par contre, on peut avoir, je pense que des complications à type de douleur. Le muscle aussi qui a été prélevé, comme il n'est plus utilisé, il peut fondre, donc on peut avoir une perte de volume aussi sur le long terme. Là, c'est des images en fait de reconstruction par lambeau. C'est vrai nous, on a plutôt tendance à le privilégier chez les patients qui ont un gros volume mammaire où on va avoir du mal à faire une reconstruction par prothèse. Ça donne des résultats plutôt satisfaisants. Après, il y a pas mal d'études qui disent que les patientes sont assez douloureuses, mais bon, finalement, on a quand même des patientes qui sont plutôt satisfaites de ce type de reconstruction. Ça, c'est des photos de complications. À gauche, vous pouvez voir une désunion de cicatrices dorsales, en fait. Ça fait quand même des grandes cicatrices dans le dos. On peut avoir de la lymphe aussi, avec nécessité de ponction de cette lymphe et des défauts de cicatrisation. Et puis, après, on peut avoir des résultats esthétiques qui ne sont pas toujours satisfaisants. Les lambeaux libres, il y en a de plusieurs types. Le plus connu, c'est le lambeau de Dieppe. C'est un lambeau abdominal. Donc, lambeau libre, ça veut dire qu'on va venir en fait couper la vascularisation du lambeau et ça va nécessiter de le réanastomoser à des vaisseaux qui sont sur la paroi thoracique. Ça nécessite d'être formé en microchirurgie. C'est des lambeaux qui sont plus à risque de nécrose en post-opératoire, de par cette fragilité de l'anastomose qui est faite. Aujourd'hui, c'est des lambeaux, nous, qu'on ne propose pas au Centre François Baclès parce qu'on n'est pas formé. C'est des choses qui sont en projet, mais en tout cas, aujourd'hui, qui ne sont pas actuelles. Mais on envoie nos patientes soit à Rennes, soit sur Paris. Dans la reconstruction mammaire, je vous ai dit, il y a toujours plusieurs temps. Un de ces temps, en complément donc, de cette reconstruction du volume du sein, on va proposer des gestes de symétrisation. Ça peut être, dans la majorité du temps, on va proposer plutôt une réduction mammaire, soit donc vraiment une réduction du volume, soit aussi une cure de la ptose, parce que les reconstructions par prothèse, on va avoir un sein qui va être un peu figé. Souvent, s'il y a de la reconstruction la radiothérapie, on va avoir des tissus aussi qui vont se figer et donc qui vont avoir un sein qui va être plus haut que l'autre. Donc, on peut aussi faire des cures de ptose, donc juste enlever de la peau. Ça peut arriver aussi, c'est plus anecdotique, qu'on propose des augmentations mammaires contralatérales sur les petits volumes où finalement on a mis une prothèse peut-être à la demande de la patiente ou juste parce qu'on a mal évalué le volume en péropératoire, on peut proposer d'augmenter le volume mammaire de l'autre côté. Le dernier vraiment temps de la reconstruction, ça va être la réfection de la plaque aréolo-mamelonnaire. Donc, l'avantage de la reconstruction mammaire immédiate, c'est qu'on peut se permettre, dans certains cas, de la conserver, mais la majorité du temps, on va quand même devoir l'enlever. Pour la reconstruire, il y a deux choses. Il y a reconstruire l'aréole. La majorité du temps, ça va être par du tatouage, mais aussi reconstruire le volume du mamelon. Le plus fréquent, c'est de proposer un lambeau local. En fait, on va venir
découper en fait de la peau localement et l'ascensionner en fait pour recréer ce volume. Après, on peut aussi faire une greffe de mamelon contralatéral. Si on a un volume mamelonnaire assez important, on peut venir sectionner un petit bout du mamelon et le greffer de l'autre côté. Après, on n'est pas obligé de reconstruire le mamelon. Il y a des techniques aussi un petit peu de trompe-l'œil pour venir créer une espèce d'aspect de volume juste par le tatouage. Ça, c'est un lien vers le site Me Reconstruire. C'est un lien que moi, je donne souvent à mes patientes. C'est un site fait par Roche qui est assez bien fait sur la reconstruction. Il parle vraiment de tous les types de reconstruction, que ce soit immédiat, différé, par prothèse, par lambeau. Donc, c'est assez bien fait et c'est des dessins, en fait. Et du coup, c'est souvent un petit peu plus facile, je pense, pour les patientes que de voir des photos. Enfin, moi, je montre rarement des photos à mes patientes et je trouve que ça, c'est plutôt pas mal fait. Je vous remercie. Si vous avez des questions, on va faire un petit temps de pause avant d'enchaîner sur la suite. Donc, si vous voulez poser des questions, je peux y répondre maintenant. Il y a une question sur le ganglion sentinelle. Donc, je pense que c'est réexpliquer le principe, peut-être. Donc, en fait, sur la technique de détection, on fait des injections au niveau du sein, d'un traceur et d'un colorant bleu. Ces deux produits, en fait, ils vont faire, comme on les injecte au niveau du sein, ils vont être drainés par les zones de drainage du sein. Principalement par la zone de drainage au niveau axillaire. Et en fait, ils vont d'abord se drainer dans le premier relais ganglionnaire, donc le ganglion sentinelle. Nous, on l'appelle sentinelle, mais en fait, on considère que c'est le premier. Nous, on fait une incision sous le bras. Et en fait, visuellement, on va détecter celui qui est... en fait, on va rentrer dans le creux axillaire et on va tomber sur un ganglion bleu. Donc là, on sait que c'est notre ganglion sentinelle. C'est celui-là qu'on va envoyer en analyse. Ou on peut aussi s'aider d'une sonde. En fait, on a une sonde qui est stérile qu'on va mettre au contact des ganglions, un par un, enfin ceux qu'on voit. Et si ils ont capté le traceur, en fait, la sonde, elle va le détecter. Et donc, nous, on va enlever ce ganglion-là. Et c'est vrai. Et parfois, il y en a plusieurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément qu'un ganglion sentinelle. Parfois, il y en a 1, 2, 3. Mais l'objectif, c'est que nous, on doit enlever tous les ganglions, soit bleus, soit qui ont capté le traceur. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Donc, ces ganglions sentinelles, ils représentent le reste des ganglions. En fait, comme c'est le premier, s'il est négatif, en théorie, les autres, ils sont négatifs. Après, je ne sais pas ce que vous considérez comme une boule. Après, si vraiment c'est une lymphocèle et que c'est de la lymphe, ben, ça peut se ponctionner, même 6 mois après. Après, je pense que c'est pas mal de peut-être prévoir une échographie ou enfin, vraiment être sûr de ce qui se passe, parce que c'est pas forcément normal d'avoir quelque chose qui persiste à 6 mois. Après, on peut avoir des choses enquistées, hein, c'est possible. Hein. On n'a pas toujours de solution sur les lymphocèles enquistées, même si on les ponctionne et qu'ils reviennent. Ça, c'est des cas où on s'arrache un peu les cheveux. Et pour ce qui est de la coque... Juste, je vais peut-être lire les questions comme ça, Oui. je ne sais pas si tout le monde les voit. Du coup, la deuxième question, c'était pourriez-vous décrire la coque d'une prothèse? En fait, je ne sais pas si je peux peut-être revenir sur les... je ne sais pas si je peux revenir. Si. Ça Je peux choisir. Vas-y. Je ne sais plus où c'était. En fait, sur cette diapo-là, en bas à droite, gauche, je vais me mettre avec un truc. Voilà. Ici, vous voyez, en fait, c'est ce qu'on appelle une coque, c'est-à-dire que, en fait, on a la peau qui s'est complètement rétractée sur la prothèse. Et en fait, il y a plusieurs grades de coque. Il y a la coque
dont on a besoin, qui est un peu légère, ou juste la prothèse, elle se voit pas trop, mais elle est assez fixée et elle va pas aller se balader partout dans la loge. Ça, c'est la coque dont on a besoin pour la reconstruction. Par contre, là, c'est clairement trop. C'est-à-dire qu'on va avoir une patiente qui va avoir potentiellement des douleurs, une gêne, ça va la tirer. Le résultat esthétique, clairement, il n'est pas satisfaisant. Et donc là, souvent, on va plutôt proposer de reprendre. Euh, on peut avoir plusieurs possibilités pour reprendre. Soit on peut éventuellement réinjecter du gras autour, mais bon, c'est pas forcément idéal. Soit parfois, on reprend carrément la cicatrice, on enlève la prothèse. On vient, en fait, à l'intérieur, il faut imaginer que vous avez quand on a une prothèse, en fait, les tissus qui sont autour, ils sont complètement lisses et complètement fibreux, très solides, en fait. Et donc, nous, en fait, il faut qu'on aille casser cette coque, en fait, pour redonner de la souplesse à la peau. Et après, on remet la prothèse et on espère que ça ne va pas revenir. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et après, en question, on a après une ponction de lymphocèle, préconisez-vous une compression? Alors, nous, c'est vrai que à Caen, à Baclès, on est plutôt une équipe où on enlève les drains, les redons très tôt. Et où les patientes, elles vont souvent avoir au moins une ponction lymphocèle. Même là, depuis quelques mois, on met un rendez-vous systématique aux soins externes pour les patientes qui ont une mastectomie vers J10, J15, parce qu'on sait qu'il y a des patientes, des fois, qui ne se rendent pas compte, mais en fait, elles ont énormément de lymphe derrière la cicatrice et elles ne s'en sont pas rendues compte, donc on le met un peu en rendez-vous systématique. Il y a des centres où, en fait, à l'inverse de nous, ils vont laisser le redon plus longtemps, des fois une semaine, 10 jours. Et donc, forcément, les patientes, elles vont peut-être avoir moins de ponction de lymphocèle. Donc, du coup, c'est parce qu'on en a discuté entre nous. C'est vrai que moi, je pense qu'une compression après une première ponction, dans le contexte où on enlève un redon assez vite, je ne pense pas qu'il y ait besoin. La majorité du temps, les patientes ne vont pas forcément avoir besoin d'une deuxième ponction. Par contre, c'est vrai que si on vient à faire plusieurs ponctions, ça peut se discuter. Nous, on ne le fait pas du tout chez nous. Je sais qu'il y a eu une étude qui a été faite qui montrait que ce n'était pas forcément en faveur, une étude, on va dire une évaluation de nos pratiques qui n'avait pas forcément montré d'avantage chez nous, mais bon, c'est quelque chose qui peut se discuter quand même. Des fois, on est vraiment embêté chez des patientes qui font de la lymphe à répétition avec des fois jusqu'à 4, 5, 6 mois après l'intervention, qui se doivent avoir des ponctions toutes les semaines. Et en fait, on est vraiment démunis, on ne sait plus quoi faire. On les reprend au bloc opératoire, on essaye de capitonner. Mais je ne suis pas sûre que la compression fonctionne chez ces patientes-là non plus. Peut-être plus en prévention. Point d'interrogation. Donc, on va partir sur la rééducation post-chirurgie. Je vais voir juste ça. Voilà. Donc, comme je le disais, avant la rééducation du cancer du sein, elle était vraiment centrée sur le lymphodème et sur le drainage lymphatique. Aujourd'hui, on est à environ 16% des curages axillaires qui vont faire des lymphodèmes. Donc, vu qu'il y a de moins en moins de curages axillaires, il reste une grande minorité de patientes au final qui vont avoir ce lymphodème-là. Donc, vraiment, aujourd'hui, les choses, elles changent et c'est tant mieux. Et du coup, aujourd'hui, on va vraiment aller vers une prise en charge kiné qui va être globale. On va vraiment avoir des soins pré- et post-opératoires suivant les chirurgies. On peut avoir des soins préopératoires plutôt dans le cadre de reconstruction différé. On va pouvoir avoir des soins lors des traitements adjuvants, donc pendant les chimiothérapies, radiothérapies. On va avoir aussi des soins post-cancer. Et évidemment, au milieu de tout ça, encore une fois, l'activité physique qui va vraiment être au cœur de notre prise en charge, qui va être au final le but de notre prise en charge, de remettre les patientes en mouvement. La prise en charge kiné, elle n'est pas encore systématique, mais elle est vraiment en cours de développement. On voit vraiment une grande avancée ces dernières années, je pense, là-dessus. Donc, c'est super. Nous, à Baclès, on a
maintenant une prise en charge kiné, enfin une prescription qui va être systématique pour les mastectomies reconstruction et pour les autres chirurgies vraiment en fonction de la patiente. Du coup, ce qui fait que vu que ce n'est pas encore systématique, on peut encore avoir une intervention du kiné qui va être souvent quand il y a un problème ou des séquelles et souvent en urgence à distance de la chirurgie. Donc vraiment, plus vite on va au final prendre ces patientes-là en charge, plus vite on va pouvoir faire de la prévention et éviter qu'il y ait des séquelles aussi. Il y a des référentiels de l'AFSOS qui parlent d'activité physique, de rééducation et de cancer du sein. Donc, l'AFSOS, en fait, c'est l'Association francophone des soins oncologiques de support. Donc, je vous invite vraiment à aller voir leur site internet. Il y a notamment un référentiel de 2016 qui est très intéressant et qui va nous parler justement de rééducation d'activité physique de cancer du sein. Nous, aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à la première partie, donc qui va être la rééducation post-chirurgie, où on peut voir déjà que on peut avoir des troubles trophiques, des troubles posturaux, des troubles musculo-articulaires, vasculaires ou des brides rétractiles. Et vraiment, le but de la prise en charge kiné post-op, ça va être de prévenir et ou de rééduquer ces troubles-là. L'AFSOS, il nous demande aussi, au final, de faire une rééducation assez tôt, dès le lendemain de la chirurgie. Donc, on va avoir vraiment dans la rééducation post-opératoire 3 objectifs principaux. Le premier, ça va être évidemment de retrouver une bonne mobilité du complexe de l'épaule et ensuite la musculature. Donc ça, évidemment, par la proximité de l'épaule, en fait, avec le site opératoire. La deuxième chose, ça va être d'éviter ou de rééduquer l'attitude de protection du sein, donc qu'on voit souvent l'APS. Donc en fait, cette attitude de protection du sein, en fait, c'est une attitude en enroulement de l'épaule vers l'avant, vers le haut, qui est en fait en lien avec le grand pectoral. Donc, comme on parlait de tout à l'heure des reconstructions mammaires immédiates et même de toutes les chirurgies qui vont avoir vraiment une proximité avec ce muscle-là qui va réagir, ça va tirer le moignon de l'épaule vers l'avant. Et aussi parce que la patiente, un peu instinctivement, elle va avoir tendance à protéger la zone opérée. Donc, elle va vraiment amener son épaule vers l'avant. Ça, on le voit vraiment quasi systématiquement si les patients ne sont pas au courant et si on ne leur en parle pas. La dernière chose, ça va être de retrouver une bonne qualité tissulaire, que ce soit au niveau de la cicatrice, mais au niveau de toute la zone opérée. On va vraiment avoir, notamment dans les mastectomies, une cicatrice qui va être droite, qui va être sur le thorax. Et au final, le chirurgien, la chirurgienne va venir chercher bien plus loin. Donc, c'est vraiment important de travailler toute cette zone-là. Par exemple, dans les lambeaux de grand dorsal, de ne pas oublier la zone du dos. Donc, vraiment, il faut venir travailler toute la zone opérée. Donc, en fait, ça va être en premier lieu d'éviter la kinésiophobie, de montrer aux patientes qu'elles peuvent bouger, qu'elles doivent surtout pas en avoir peur. De permettre au plus vite la reprise des activités de la vie quotidienne et dans un deuxième temps d'une activité physique. Et puis d'éviter et de limiter au maximum les séquelles, donc qui peuvent être des douleurs, des pertes fonctionnelles, des troubles posturaux, voilà. Donc, en fait, on voit un petit peu 2 phases de rééducation. La première, c'est vraiment la rééducation pendant la phase de cicatrisation. Donc, ça va être, on va dire, à peu près J1, J21. Donc, en fait, à ce moment-là, on est vraiment dans une phase souple. La cicatrisation, elle est en cours. Donc, on va vraiment, des fois, avoir des patientes en post-op immédiat, à J1, J2, qui bougent super bien leur épaule. Mais au final, c'est au cours de la cicatrisation qu'il va y avoir un enraidissement qui va s'installer. Donc, en fait... On n'a que le titre. Alors, apparemment, il y a encore un problème. Alors... Est-ce que les autres personnes voient le diapo correctement? D'accord. Il y a peut-être un décalage, vous allez voir par la suite. Ah oui, donc, il n'y a pas de problème pour les autres personnes. Désolée, donc on va continuer. Du coup, j'en étais où? Phase souple, importance à mobiliser. Oui, c'est ça. Merci. Donc voilà, donc comme je vous disais, vu qu'on va avoir vraiment une phase souple au départ et qu'au final, l'enraidissement, il va pouvoir arriver au cours souvent du premier mois au final, c'est important de mobiliser précocement l'épaule pour pouvoir éviter tout ça. Donc en fait, la mobilisation de l'épaule, on va la faire vraiment
très, très vite en post-opératoire, mais évidemment, ça doit être en infradouloureux, de manière modérée et progressive. L'idée de mobiliser précocement, ça ne veut pas dire non plus faire n'importe quoi et faire bouger l'épaule de la patiente ou lui demander de la bouger dans tous les sens. C'est vraiment, toujours, on reste en infradouloureux et dans les possibilités de ce que la patiente peut faire. On va travailler aussi dès le lendemain de l'opération la posture et plus ou moins le travail tissulaire. Donc là, c'est vraiment en fonction du type de chirurgie. On va pouvoir démarrer assez rapidement, par exemple, quand il y a une mastectomie. On va faire un travail péricicatriciel. Évidemment, on ne va pas mobiliser, masser une cicatrice dès le départ, mais on va pouvoir déjà travailler un peu à distance. Par contre, on ne le fera pas en cas de reconstruction par prothèse. Donc, pour cette phase-là, il y a un peu des conseils et des contre-indications que nous, on donne en tout cas au centre François Baclès à nos patientes. Donc, dans le cas de mastectomie de reconstruction différée par lambeau de grand dorsal, on va déconseiller évidemment le port de charge lourde et le travail contre-résistance du pectoral pendant environ 3 semaines. On ne va pas donner de restriction de mouvement, mais le mouvement, il doit rester infradouloureux. Moi, je dis toujours à mes patientes que voilà, vous pouvez bouger tant que ça ne vous fait pas mal. Il n'y a pas de raison de vous interdire tel ou tel mouvement. On va pouvoir commencer le massage péricicatriciel dès J1 et le massage cicatriciel à environ J21. En cas de reconstruction mammaire, plutôt par prothèse, donc là, prépectorale, donc vraiment sous-cutanée. Là, on va faire un petit peu plus attention, notamment en cas de points sur le pectoral, mais même, voilà, il faut vraiment attendre la cicatrisation pour pouvoir commencer à reporter des charges, à faire un travail contre-résistance. Donc là, on va faire un peu... Voilà, nous, on est un petit peu plus précautionneux et du coup, on va plutôt demander à la patiente d'attendre 1 mois et demi. On ne va pas donner non plus de restriction de mouvement, ça c'est toujours la même chose, on reste en infradouloureux. Et par contre, là, on ne va pas faire de massage, on ne va pas préconiser de massage péricicatriciel, on va vraiment attendre pour le massage cicatriciel et aussi préconiser une mobilisation très douce de la prothèse qu'à partir de 1 mois, voire 1 mois et demi. En cas de lipomodelage, la seule restriction au final, c'est d'éviter de faire des massages de la zone d'injection au moins pendant le premier mois pour en fait que la graisse ait le temps de se fixer sur le site receveur et qu'on disperse pas la graisse un petit peu plus long. Bon, évidemment, en fait, cette reprise de mouvement, elle doit être toujours progressive. Là, on donne quelques délais, mais au final, ça va être aussi, bien sûr, en fonction des complications de cicatrisation, en fonction s'il y a une lymphocèle qui apparaît. Donc, vraiment, ça va être toujours en fonction de la patiente. Alors, comment nous, on travaille au centre François Baclès? Donc voilà, si vous avez des patientes qui arrivent chez vous, qui viennent de chez nous, voilà, qu'est-ce qu'elles vont avoir eu au niveau kiné? Donc, si elles ont une chirurgie conventionnelle, donc ça veut dire qu'elles seront hospitalisées. Donc, c'est dans le cas de mastectomie, de reconstruction et parfois de curage axillaire. Nous, on va passer les voir à J1 ou J2 pour leur donner des informations et des conseils. Donc, ce qu'on a vu juste sur la diapo d'avant, mais aussi des conseils sur le lymphœdème, sur les thromboses lymphatiques superficielles, voilà, s'il y a eu des ganglions sentinelles ou des curages. On va leur expliquer un petit peu comment ça va se passer la rééducation et on va déjà les encourager au final à l'activité physique dès le post-opératoire. Donc voilà, déjà dans un premier temps, on va leur dire de pouvoir marcher, puis on va leur dire que voilà, c'est pas parce qu'elles ont été opérées d'un cancer du sein qu'à terme, elles ne pourront pas reprendre leur activité physique. On va pouvoir aussi gérer la douleur s'il y en a. Donc là, par des exercices respiratoires, des massages s'il y a besoin. On va leur apprendre aussi à se lever du lit parce que souvent, quand on se lève du lit avec un drain de redon, on a tendance à sortir du côté où on a été opéré, ce qui n'est pas forcément le plus confortable. Donc voilà, on va leur apprendre à faire de l'autre côté. Et puis, dès le lendemain, on va leur apprendre aussi quelques auto-exercices de mobilisation de l'épaule et de travail postural. Je vous montrerai juste après les principaux, ceux qu'on leur montre systématiquement. Qu'on va leur demander de faire dans l'idéal 3 fois par jour avec peu de répétitions, mais plutôt régulièrement dans la journée. Et puis, si c'est possible, en fonction encore une fois de la chirurgie et aussi de la patiente, on va commencer à faire une initiation au toucher et un début de massage péricicatriciel. Ça, c'est vraiment très en fonction de la patiente parce qu'une patiente, des fois, qui sort à J1 et puis qui est pas très bien, c'est pas toujours le moment de commencer à lui faire toucher la zone opératoire, bien sûr. Donc, c'est souvent chez des patientes qui sont plutôt assez posées, souvent des patientes qui ont déjà eu une chimio avant l'opération, qui sont un petit peu mieux préparées, qui ont eu un peu plus de temps à se préparer à l'opération. Donc, des fois, on va
Enfin, voilà, moi, je fais un peu comme je le sens. Si je le sens, je leur propose. Et des fois, on ne le sent pas du tout. Et là, du coup, on leur dit vraiment qu'elles verront ça avec leur kiné en libéral un petit peu plus tard. Tout ça, évidemment, c'est en fonction, encore une fois, de la patiente, de sa chirurgie, mais aussi de son âge, de ses objectifs et de ses douleurs. Bien sûr, une patiente qui est très douloureuse en post-opératoire, on ne va pas forcément lui demander de bouger. On ne va pas trop lui demander non plus si le drain donne beaucoup. Et puis voilà, si c'est une dame, évidemment, qui va être un peu plus âgée, enfin voilà, si j'ai une patiente qui a 90 ans et ses objectifs, c'est de refaire ses petites activités de la vie quotidienne, je ne vais pas forcément venir l'enquiquiner avec le massage péricicatriciel. Donc voilà, on va vraiment s'adapter à la patiente. Donc voilà ce qu'on leur donne. Donc le livret de rééducation qu'on a sorti il y a quelques mois, et on a aussi fait des vidéos post-opératoires. Donc ça, vous pouvez les retrouver assez facilement sur le site du centre. C'est en téléchargement libre. Il ne faut pas hésiter si vous voulez jeter un œil. Ce livret, il est donné chez nous par les infirmières de parcours, donc en préopératoire, à toutes les patientes qui vont être opérées du sein. Donc les patientes qui vont avoir par exemple des tumorectomies vont recevoir le livret. Elles ne vont pas nous voir parce qu'elles sont en ambulatoire, mais par contre elles vont quand même avoir les informations via le livret. Et puis on va les inviter, si elles le souhaitent, à suivre aussi. C'est exactement les mêmes exercices qu'on va avoir en vidéo et sur ce livret d'exercices. Donc je vous ai remis ici le petit chemin pour accéder à ces documents. Donc voilà les deux principaux exercices qu'on donne, sur lesquels moi j'insiste le plus, en tout cas en post-opératoire immédiat. Dans le livret, on a mis pas mal de choses, mais il y a vraiment ces deux exercices-là sur lesquels j'insiste beaucoup. Donc tout simplement un premier exercice de mobilisation des omoplates et un deuxième exercice où on va déjà commencer à venir travailler un peu avec la respiration, commencer à activer un petit peu les muscles interscapulaires. Donc vraiment en donnant l'information à la patiente, d'essayer de le faire une dizaine de fois, 3 fois par jour dans l'idéal, et puis de faire attention aussi bien sûr à la posture un petit peu tous les jours. On va aussi donner des premiers exercices, comme je disais, de mobilisation de l'épaule. Donc là, il y en a 6. Là, je vous ai remis les 2 premiers que nous, on donne systématiquement dans les premiers jours. C'est vraiment des exercices très simples. On ne donne pas d'amplitude max auquel il faut qu'elles s'arrêtent. Vraiment, on leur demande de faire en fonction de leur ressenti. Donc, elles s'arrêtent en fait à un étirement léger. Surtout si elles ont des drains, on leur demande vraiment de faire que ces exercices-là tant que le drain est encore là. Et après, par la suite, on va leur demander de faire des exercices debout. Mais là, vraiment, on leur dit d'attendre quand même quelques jours et de le faire progressivement, qu'elles se sentent d'abord à l'aise dans ces exercices-là avant de passer à la suite. Donc voilà, je pense que je n'ai pas d'autres choses à dire. Et après, vraiment, on leur demande aussi de s'arrêter un étirement léger parce qu'on va avoir des patientes, en fait, qui vont, dès le premier jour, surtout chez des patientes qui vont avoir une mastectomie, des fois, elles vont arriver à l'objectif quand même dès le premier jour, donc il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres patientes, elles vont s'arrêter à 30 degrés. Donc vraiment, nous, on leur dit d'écouter leurs sensations et surtout, si elles y arrivent bien dès le départ, de quand même continuer à les faire pour justement éviter qu'il y ait un enraidissement qui s'installe dans les 3 premières semaines. Et pour terminer, on va leur parler du massage péricicatriciel si c'est possible. Donc en fait, c'est tout simplement sans crème, sans huile pour pouvoir bien accrocher la peau et pas glisser sur la peau, de pousser en fait un petit peu la peau en dehors du pansement vers la cicatrice. Donc vraiment, le premier. Le plus important, c'est le numéro 1, donc celui que vous voyez en haut. On va leur demander de poser la main à plat au-dessus du pansement de la mastectomie et de pousser tout doucement la peau vers le bas. Et puis après, moins il y a de pansement, plus elles peuvent faire un petit peu en dessous et un petit peu sur les côtés. Du coup, donc, chez nous, on demande à nos patientes, je crois à peu près, d'aller en cabinet libéral à partir d'à peu près 3 semaines pour toutes les chirurgies. Mastectomie, on leur dit un peu plus de 3 semaines. Reconstruction, je pense qu'on leur dit plutôt 3 semaines, 1 mois. Donc voilà, ça dépend un petit peu. Donc je vais laisser Véronique vous parler de la suite. Bien, moi je suis Véronique Fauré, kinésithérapeute à Cuverville en libéral. Et je vais vous parler des grandes lignes de la rééducation après ces 3 semaines. C'est vrai que pour nos patientes, l'idéal, ce serait de les avoir le plus tôt possible, avec ce qu'elle dit Claire et le docteur d'Olivier, parce que la prise en charge est longue et plus on commence tôt, mieux c'est. Ça permet aussi de... Alors, je vais peut-être passer
En commençant tôt, ça permet de préserver la mobilité du bras opéré et de la restaurer si c'est nécessaire. L'idéal de nos patients, c'est qu'elles peuvent venir même avant leur intervention, c'est-à-dire prendre au moins le rendez-vous. C'est ça qui est l'idéal, mais bon, on fait comme on peut et en fonction de nos plannings. On rencontre des fois nos patientes un peu plus tard à distance de la chirurgie. C'est pas grave, on peut toujours les soulager et apporter des soins malgré tout. On fera des bilans, un bilan cutané trophique notamment, en observant la qualité de peau de nos patientes, voir s'il y a un œdème au niveau du bras, de l'avant-bras, du sein, du thorax. On observera toutes les cicatrices, leur évolution. On sera attentif à savoir si elles sont rouges, inflammatoires, hypertrophiques ou adhérentes. Et on fera également le tour de tous les phénomènes douloureux qui peuvent être nombreux, notamment dû à la cicatrice, à la gêne par un lymphocèle, à la posture, aux contractures et aux limitations articulaires. Pour le bilan musculo-articulaire, même si nos patientes, en fait, en général, ne se plaignent pas trop de leur membre supérieur, comme l'a dit Claire, les premiers temps, on est en début de cicatrisation. C'est surtout à un mois et demi qu'on va commencer à voir les soucis. Donc, des fois, elles sont plutôt concentrées sur leur cicatrice et elles ne se soucient pas trop de leurs bras. Mais il est important vraiment de faire un bilan. Et là, on constatera souvent qu'il y a un déficit de mobilité au niveau de l'épaule, complexe de l'épaule, mais également du rachis cervical. En ce qui concerne le bilan postural, on remarquera les mêmes choses. Souvent, une patiente avec un membre supérieur collé au corps en rotation interne. Coude fléchi. Ensuite, donc on va en fait établir un bilan forcément pour faire un état des lieux, identifier pour mieux traiter. En effet, nous demanderons à notre patiente où elle en est de son parcours de soins, chirurgie, traitement adjuvant, traitement complémentaire, et nous aurons forcément des objectifs en fonction des troubles que l'on aura observés, mais on tiendra compte évidemment du calendrier des soins, c'est-à-dire comme la radiothérapie ou en pré-opératoire lorsqu'il y a une reconstruction. Il faudra établir également une relation de confiance avec nos patientes car la prise en charge est longue, plusieurs mois voire années, et il est important de savoir les écouter, les rassurer et expliquer et savoir aussi les réorienter quand c'est nécessaire. J'ai mis ici des bilans types que l'on peut utiliser. Il y a effectivement beaucoup d'items à remplir, certes, mais il est important de récolter le plus d'informations possible sur l'intervention, le nombre de ganglions, les autres traitements. C'est ainsi qu'on connaîtra un peu mieux notre patiente par rapport à son mode de vie, son activité professionnelle, ses loisirs, sa situation familiale et connaître également ses objectifs à elle. Reprise de travail, activité, si elle a une mastectomie, si elle souhaite passer ensuite à la reconstruction. Les objectifs sont à réévaluer régulièrement, bien évidemment. Le but de la prise en charge est d'atténuer tous les phénomènes douloureux quels qu'ils soient, d'éviter de prendre des positions antalgiques. Elles sont source d'enraidissement et d'inhibition. On cherchera également à soulager les tensions, d'aider à la cicatrisation, d'améliorer les qualités esthétiques des cicatrices, aider à l'assouplissement des tissus, retrouver la mobilité de l'épaule, du bras, ainsi que la force physique, de traiter les complications et d'aider à la réappropriation du corps avec ou sans reconstruction. Le but ultime pour nos patientes, c'est d'améliorer leur vie, de les aider à retrouver les activités de la vie quotidienne, sportive et professionnelle. Alors, pour la prise en charge de la douleur et de la posture, les douleurs sont nombreuses. Elles doivent être identifiées pour savoir si on peut avoir une action au-dessus, effectivement. Parce qu'il y a des phénomènes douloureux qui sont liés au traitement où on n'aura pas forcément d'action, nous. Et la qualité de vie ne sera pas optimale tant que les douleurs seront présentes. Et surtout, ça met notre patiente dans une position d'inconfort, ça les enferme dans une attitude de protection du sein et d'inhibition. Nous utiliserons toutes les techniques que nous avons à notre disposition pour faire céder la douleur. Et parallèlement à ça, on luttera contre l'attitude de protection du sein en leur faisant prendre conscience devant un miroir de leur posture, de la corriger et donc de les mettre dès le début dans le mouvement. Pour la prise en charge des cicatrices. Alors, nous serons bien entendu attentifs à la localisation de ces cicatrices. On adaptera nos techniques en fonction de l'évolution de la cicatrice, du temps post-opératoire et également des traitements qu'elle aura pu avoir, s'il y a eu la radiothérapie également. Il faudra répondre à de nombreuses questions et les rassurer.
Là, pour les photos que j'ai mises, ce sont des photos de tumérectomie et également des photos de chirurgie au niveau du creux axillaire. Également en haut à gauche, donc une photo de mastectomie, plusieurs là, enfin tout le haut, mastectomie. Ensuite, en bas à droite, on a une photo avec une reconstruction avec l'embout du grand dorsal. On retrouve la cicatrice en fait du grand dorsal dans le dos, avec pour une patiente une cicatrice horizontale, pour celle d'à côté une cicatrice oblique. Et puis en bas à droite, on a la cicatrice d'impact. Là, c'est des cicatrices de chirurgie de reconstruction immédiate. En bas à gauche, on a la reconstruction par DIEP. Alors, les techniques qu'on va utiliser sont des techniques manuelles de manière préférentielle, du drainage, du palpé roulé. On va travailler toutes les cicatrices et on ne va pas oublier celle du creux axillaire. On cherchera à mobiliser à plusieurs niveaux, la peau par rapport à la glande sur elle-même et la glande sur le pectoral. Alors, on mobilisera également, en fonction des instructions du chirurgien, lorsqu'il y a eu une prothèse. Le but est de libérer les adhérences sous-cutanées, d'assouplir les tissus sans créer d'inflammation. Ce que l'on veut absolument obtenir, c'est une cicatrice indolore, qu'elle accompagne le mouvement, qu'il ne bride pas le mouvement, qu'elle ne gêne pas lors des parts de vêtements notamment. Et il faut également un résultat esthétique et une acceptation de ce nouveau sein par la patiente. Nous devons également amener nos patientes à se masser et à travailler la cicatrice. C'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes. Alors, comme disait Claire, on ne les embête pas si elles ne le souhaitent pas, mais on essaye quand même de les amener à prendre en charge leur cicatrice. Déjà pour accepter, en fait, elles acceptent en général la main du thérapeute. Elles ont des fois du mal à accepter leur propre main dessus, mais il faut essayer de leur faire réapproprier cette partie du corps. Ensuite, donc alors les techniques qu'on va pouvoir... Alors, attendez, je reviens en arrière. Oui, voilà. Alors ensuite, oui, je repasse de l'autre côté. Donc pour la prévention des troubles musculo-squelettiques, on essaiera, alors on va mobiliser le plus tôt possible, ça c'est l'idéal, progressivement forcément. Et puis on va mobiliser donc toutes les articulations de l'épaule, le rachis cervical et toutes les articulations du membre supérieur. On n'oublie pas le rachis cervical, il faudra forcément s'adapter à la patiente et en fonction de son âge et de ses antécédents. On va chercher à étirer, tonifier, renforcer. On pourra utiliser les techniques de massage sur toutes les zones et tous les muscles douloureux, trapèze notamment, petits et grands pectoraux qui ont souvent souffert du fait des traitements. Après, tous les muscles de la coiffe des rotateurs également sont à travailler. On étirera les muscles clés comme le petit et grand pectoral, mais aussi grand dorsal et dentelé antérieur. On mobilisera l'épaule, l'omoplate, afin de récupérer toutes les mobilités et rapidement, notamment par rapport à la radiothérapie. On cherchera à corriger les dyskinésies avec une réharmonisation articulaire, avec un travail de l'épaule et un placement de l'omoplate. Et on sollicitera les muscles déficitaires de l'épaule, de l'omoplate, et en travaillant également avec les paravertébraux. Le rééquilibrage musculaire, alors on fera un rééquilibrage musculaire en renforçant les rotateurs latéraux en isométrique, en renforçant tous les muscles de l'épaule. Et au-delà de récupérer la force musculaire, il est important de privilégier la complexité des tâches, la coordination, le travail en chaîne fermée. Il faut que nos patientes soient au fur et à mesure capables de s'appuyer sur leurs bras, avec le bras au mur par exemple, puis également au sol. Il sera aussi nécessaire de poursuivre les séances par des exercices faciles à reproduire à la maison tous les jours. Donc, à chaque phase en fait qu'on va travailler, puisque la prise en charge est très longue, il y a beaucoup de choses à faire. Il faudra toujours en fait amener nos patientes à prendre en partie aussi leur rééducation par du mouvement. Alors du coup, évidemment, il peut y avoir des complications qu'on va devoir
potentiellement traiter en kiné, ou au moins il faut savoir les identifier. C'est vraiment important que vous puissiez les identifier, même si vous n'avez pas fait de formation spécifique de plusieurs jours. Il y a aussi le DU de Nantes, par exemple, qui existe. C'est vraiment, je pense qu'on vous invite vraiment à aller vers ces formations-là si vous le souhaitez. Mais en tout cas, voilà, s'il y a des complications qui arrivent, c'est important de pouvoir les identifier et de pouvoir réorienter si besoin, si vous ne vous sentez pas en capacité de traiter ces complications-là. Et du coup, en fonction, il va falloir réorienter soit vers un autre kiné. Donc, ça peut être un kinésithérapeute qui va être libéral, qui va être formé, spécialisé, donc via le réseau RKS ou via le réseau AKTL, par exemple. Pour la lymphologie, on en reparlera un petit peu plus tard. Ou aussi, si c'est une patiente qui est suivie au centre François Baclès et que là, vous n'avez pas de kiné, par exemple du RKS formé qui n'est pas loin, vous pouvez nous les envoyer en consultation aussi. On peut faire un point et on peut se mettre en relation avec vous pour pouvoir vous donner des conseils ou vous donner un petit peu des infos sur ce qu'il faut faire en cas de ces complications. Mais si le problème est médical, il ne faut pas hésiter non plus à renvoyer vers l'oncologue ou vers le chirurgien, vers le médecin généraliste qui va pouvoir ensuite renvoyer soit vers un autre kiné, mais soit aussi vers une unité douleur, vers une unité de lymphologie. Donc voilà, n'hésitez pas à renvoyer si vous voyez ces complications qu'on va vous montrer qui arrivent et que vous ne vous sentez pas en capacité de les traiter. Donc, il y en a 4 principales, c'est en tout cas celles qu'on va vous présenter aujourd'hui. Il y a les thromboses lymphatiques superficielles, le lymphœdème évidemment, les phénomènes de Koch, on en a déjà un peu parlé, mais on va vous redonner quelques infos, et aussi les douleurs neuropathiques, les syndromes post-mastectomie. Alors, les complications possibles, donc c'est les thromboses lymphatiques superficielles. C'est une corde fine, souvent palpable au niveau du creux axillaire, vers la main, plus rarement au niveau abdominal. Elles augmentent les phénomènes douloureux, elles diminuent la mobilité. Elles apparaissent entre 2 semaines et plusieurs mois après l'intervention, et c'est une accumulation de liquide dans un collecteur lymphatique. Alors, on va chercher à mobiliser, à les étirer, mais pas à les rompre. Alors, si ça doit arriver qu'elles cassent, c'est pas grave, mais le but n'est pas de les casser, mais de les étirer progressivement. Il faudra lutter contre la position favorisante qui est bras au corps, coude fléchi, et c'est à prendre en charge le plus rapidement possible, notamment avant la radiothérapie. Les techniques que nous avons à notre disposition sont des étirements du membre supérieur jusqu'au pouce, associés à la respiration abdominale pour améliorer la détente, car c'est assez douloureux. Les étirements seront toujours doux et progressifs, et l'entretien quotidien de la souplesse du bras, du coude, des doigts, par des étirements est incontournable. Vraiment, elles doivent faire leurs étirements tous les jours, vérifier qu'il y a une bonne souplesse dans leur membre supérieur, qu'il n'y a rien qui apparaisse. Le lymphœdème. Alors, le lymphœdème, c'est une autre complication gênante et invalidante pour nos patients. C'est vraiment quelque chose qui va leur rappeler la maladie et qui les laisse un petit peu dans cette phase d'être toujours en soins. Donc, le lymphœdème, c'est un effet secondaire possible de tout geste réalisé au niveau de l'aisselle. La lymphe ne circule plus correctement. Son apparition peut être tardive, d'intensité, de localisation, et l'évolution est variable. On a parfois une apparition discrète et insidieuse. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est à surveiller. Et une augmentation rapide et importante nécessite une consultation en urgence. Pour les repérer, on peut avoir en fait des critères subjectifs comme la sensation de lourdeur, de pesanteur, d'être dans un carcan, une sensation de grosseur sous le bras. Et les critères objectifs que l'on pourra vraiment observer vont être une diminution de la mobilité de la main, du poignet et des doigts, une différence de l'aspect de peau et effectivement un volume plus important par rapport au côté opposé après avoir fait une prise de mesure. On cherchera également à évaluer les risques de notre patiente en fonction de son mode de vie, sédentarité, prise de poids, de sa profession, du sport qu'elle pratique, de ses activités de loisirs également. Et on apprendra surtout à notre patiente à surveiller son bras. Effectivement, vérifier qu'il n'y a pas de blessure, de ne pas se piquer, faire attention quand on fait du jardinage notamment. Alors, les techniques pour la rééducation, ça va être le drainage lymphatique. On va exercer des manœuvres locales sur l'œdème avec une pression adaptée à la consistance de l'œdème, associée toujours à des bandages lorsqu'on est en phase intensive. C'est-à-dire la phase intensive, c'est-à-dire lorsqu'on souhaite réduire l'œdème.
Chacun fait en fonction de sa formation, de son expérience avec le matériel utilisé, mais globalement, un bandage est multicouche. Et là, je vous ai mis du matériel qui peut être utilisé. Donc déjà, on observe la peau de notre patiente, que tout va bien, qu'il n'y a pas de blessure. On va mettre une huile ou une crème. On va mettre ensuite un jersey tubulaire, des bandes de coton type soft compress pour des œdèmes qui vont être souples. Et puis, on peut mettre, si on a un œdème beaucoup plus fibrosé, du matériel mobilisateur type Mobiderm. Et ensuite, on monte nos bandes d'allongement court. On les applique sans les serrer, du poignet vers l'avant-bras et le bras. Et ensuite, on finit par une biflex. Alors, cela donne forcément des bandages qui sont assez volumineux. Voilà, une fois que toutes les couches sont mises, c'est quand même assez costaud. Ça fait également, on peut en faire également sur le thorax. Et là, vous avez différents types de montage, en fait, soit croisés ou non. Alors, ça donne certes quelque chose de volumineux, mais le but est vraiment, c'est de le garder toute la journée, voire la nuit, en enlevant la biflex, c'est-à-dire que la nuit, on enlève la bande de compression, on garde les bandes de contention et on essaye de refaire ces bandages tous les jours si c'est possible, ou tous les 2 jours, jusqu'à ce qu'on obtienne le volume le plus petit possible, jusqu'à ce qu'on ait réussi à diminuer ce volume de ce lymphœdème. Une fois que ça c'est fait, on envoie en fait très rapidement, soit chez le prothésiste ou chez le pharmacien, pour qu'il y ait une prise de mesure qui soit faite et que nos patients puissent ensuite avoir un bandage, pas du tout un bandage, mais un manchon adapté. Donc ça, on passe ensuite sur un manchon de compression. Donc, vous avez différents types de manchons qui existent. Alors, vous pouvez en avoir avec des tricotages circulaires, des tricotages rectilignes, avec ou sans mitaine, de classes de compression différentes. Ça peut être classe 2, classe 3. Et idéalement pour cette patiente qui a un œdème qui s'installe ou qui est là depuis plusieurs années, c'est également d'avoir un manchon de nuit. Donc, on peut avoir un manchon type Mobiderm lorsqu'on a un œdème fibrosé ou alors type Relax de chez Jobs quand c'est un œdème plus souple. En tout cas, nos patientes, on doit aussi les éduquer toujours à leur hygiène de vie, enfin à faire attention et à faire des autobandages. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout en faire des bandages pour elles. Déjà, il faut qu'elles qu'elles aient ensuite un manchon. Et en même temps, elles doivent aussi être capables de prendre en charge ce lymphœdème. Parce que la prise en charge étant tellement longue, on ne peut pas faire que ça. Et puis, c'est leur capacité à se traiter elles-mêmes qui sera importante dans l'acceptation et la prise en charge de cet œdème. On fait toujours attention à sa peau, on renouvelle les manchons régulièrement et surtout, on bouge avec son manchon, on vit, on fait du sport. Globalement, on porte son manchon comme on mettrait ses lunettes, donc on le garde en permanence. Il est indispensable pour ce type de patiente, avec ce type de complications, de ne pas les emprisonner, donc j'ai un gros bras, je ne fais plus rien, mais au contraire, de les mettre absolument dans l'activité, de bouger. On sait très bien que moins il y aura d'activité, pire c'est. Il faut les motiver et donc les séances doivent toujours malgré tout avoir un côté dynamique et ne doivent pas se résumer à du drainage lymphatique et elles ne doivent pas rester dans la sédentarité ou la prise de poids. Alors bon, un dernier petit point sur les phénomènes de Koch parce qu'on en a déjà pas mal parlé. Donc en effet, comme le disait tout à l'heure Enora, c'est en fait des fibroses qui sont autour de la prothèse. Et en fait, on va avoir différents stades. Alors voilà, on peut les appeler les stades de Becker, en fait. Moi, c'est ce que je connais, en tout cas. Et on va avoir, en effet, en premier, le stade physiologique, donc le stade où on a besoin que la patiente l'ait, en fait, pour que la prothèse, soit à sa place. Et puis, petit à petit, on peut aller vers une légère gêne, un étui cutané un petit peu moins souple. Et puis, au bout d'un moment, si la coque se forme un peu trop, on va pouvoir avoir très peu de mobilité, un début de douleur, et on peut aller jusqu'à une ascension de la prothèse, et où là, c'est une reprise chirurgicale. Donc, en kiné, on ne va pas avoir du tout d'impact. Ça vaut le coup, je pense, de proposer en tout cas des mobilisations douces de la prothèse
en prévention pour éviter que ces phénomènes de coque arrivent et pour que voilà, la prothèse bouge correctement dans sa coque. Et si jamais vraiment on a une coque qui se forme et qui devient un petit peu plus dure, là, on va pouvoir essayer d'augmenter un petit peu plus les mobilisations. Donc, en général, on parle d'une vingtaine de mobilisations par jour et du travail tissulaire sur toute la zone. Donc là, ça montre aussi l'importance d'impliquer les patientes dans leur rééducation parce qu'évidemment, elles ne vont pas venir chez le kiné tous les jours pour faire 20 mobilisations douces de la prothèse. Donc, c'est important de les inviter aussi à les mobiliser elles-mêmes, comme masser aussi leurs cicatrices pour qu'elles soient plus souples. Et puis pour terminer, on va parler un petit peu des douleurs neuropathiques. Donc ça, en fait, c'est des douleurs assez particulières qui sont vraiment décrites par les patientes comme un type de brûlure, de compression, de décharge électrique, de coups d'aiguille, de picotement, de fourmillement, de démangeaison. Il y a vraiment beaucoup de mots pour pouvoir les décrire. Et en même temps, les patientes disent elles-mêmes que c'est très difficile à décrire. Si vraiment vous avez vos patientes qui ont ce type de douleur, elles vont aussi avoir des troubles sensitifs avec une allodynie, une hypoesthésie. Il faut vraiment les orienter vers un médecin parce qu'on a besoin d'une adaptation des antalgiques. Il y a des médicaments très particuliers pour traiter ces douleurs-là. Il ne faut pas les laisser avec ça. En fait, il faut vraiment qu'elle revoie un médecin pour pas qu'elle se dise ça va passer parce que c'est vraiment une prise en charge particulière. Au bout d'un moment, ces douleurs neuropathiques-là, elles vont avoir tendance à s'associer à un syndrome myofacial. Donc, on va vraiment retrouver des points triggers, des difficultés de mobilisation de certains muscles vraiment particuliers, donc évidemment les muscles pectoraux, mais aussi le dentelé et le grand dorsal, qu'on retrouve vraiment quasi systématiquement avec des douleurs aussi parfois qui arrivent jusque dans le dos. Et ce syndrome myofacial-là, il va s'installer plus ou moins à distance de la chirurgie quand on a ce type de douleur. Donc vraiment, c'est important de maintenir la prise en charge kiné, parce que même si on ne va pas pouvoir travailler sur la zone opératoire, on ne va pas pouvoir masser une cicatrice où il y a une allodynie, c'est impossible. La patiente, elle va avoir beaucoup trop mal, il ne faut pas le faire. Mais par contre, on va pouvoir quand même continuer à travailler en postural, travailler avec des étirements et essayer de les maintenir au minimum dans le mouvement. Évidemment, comme je disais, on ne travaille pas sur cette zone d'allodynie-là. Pour terminer, un petit mot sur les réseaux annuaires qui sont un peu présents partout. Du coup, on a les réseaux de kinés spécialisés. On va avoir le réseau des kinés du sein, dont Véronique est référente sur le Calvados. Donc, je vais citer un petit mot sur ce réseau-là. Le réseau, en fait, il permet à des collègues qui souhaitent se former ou être formés de travailler un petit peu ensemble, de s'entraider justement avec des kinésithérapeutes qui seraient un petit peu jeunes dans la pratique de la scénologie, et puis d'échanger en fait, d'essayer d'accompagner nos patientes du mieux possible, mais en même temps de travailler ensemble pour ne pas être seule face à nos patients, parce qu'il y a quand même des choses des fois qui sont un petit peu complexes. Donc, c'est vraiment un groupement de kinés. On est un certain nombre sur le Calvados et l'Orne. N'hésitez pas à nous rejoindre. Du coup, on a un site aussi qui est le site de Jocelyne Roland, donc une kiné sur Paris qui est assez connue dans le monde de la rééducation du sein et qui est la marraine d'ailleurs du RKS. Donc, sur son site internet qui s'appelle Se reconstruire en douceur, vous allez pouvoir trouver la liste des kinés qu'elle a formés, mais aussi les kinés qui sont formés en rose pilate et à virose, donc vraiment du pilate adapté et du rameur adapté aussi. Donc, n'hésitez pas, ça peut être intéressant pour nos patientes. Et puis pour terminer, vous avez l'association française pour la lymphologie, donc l'AKTL, donc là où vous allez avoir plutôt des kinés qui vont être formés à la prise en charge du lymphœdème. Et si vous cherchez un petit peu plus d'informations aussi, vous avez l'AFSOS comme j'en ai parlé tout à l'heure et aussi le site de l'INCA qui est très intéressant, donc c'est e-cancer où vous allez avoir des infos sur les différents traitements du cancer, donc n'hésitez pas à jeter un œil, c'est intéressant. Et voilà, on vous remercie de votre attention. On va passer aux questions, je pense. Il y a quelques-unes qui arrivent là. D'accord. Alors, oui, si tu veux. La première question est pourquoi ne peut-on pas commencer le massage quand il y a une prothèse?
Alors du coup, voilà, nous, on ne conseille pas de le commencer avant un mois. On dit ça aux patientes pour pas mobiliser en fait la prothèse, parce qu'évidemment, si on a si on fait un massage péricicatriciel à J1 alors que la prothèse elle vient d'être mise, déjà en fait en faisant ce massage-là, on va bouger la prothèse alors qu'il faut qu'on évite de la bouger le temps de la cicatrisation. Et en plus de ça, les patientes elles vont avoir des pansements quand même importants, et puis après elles vont porter des soutiens-gorge contensifs. Et voilà, c'est vraiment pour éviter en fait de bouger la prothèse tout simplement, qui a besoin de faire sa place en fait. Et les tissus ont besoin de se fibroser en fait un petit peu pour maintenir la prothèse. Si C'est tout à fait ça. Donc voilà, on va vraiment éviter de faire ça. Et juste pour compléter, il y a aussi, quand je vous ai parlé de matrice, on les fixe sur le muscle pectoral. Et donc, il y a des points. Et si vous bougez la prothèse, vous risquez de cisailler. Et il y a un risque d'hématome, en fait, aussi, dans ce contexte-là. Après, on ne les met pas en systématique, mais ça peut arriver. La seconde question était: le lymphocèle donne-t-il des séquelles? Alors, je ne sais pas trop si je vais répondre bien à la question, mais en fait, par exemple, sur une mastectomie, le lymphocèle, en fait, il peut vraiment compliquer la cicatrisation et rendre inesthétique, en fait, la cicatrisation. Ça peut rendre des cicatrices très irrégulières. Enfin, voilà, chez les patients qui vont avoir des lymphocèles répétitifs, en fait. Et puis après, il y a des patientes, comme je le disais tout à l'heure, qui ont des lymphocèles persistantes. Et là, on est un peu embêté. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais... Il y a une question, c'est: une prise en soin avec un LPG est intéressante à explorer par les cicatrices, lymphodèmes, en complément des autres thérapies. Oui. Oui, en fait, cette mobilisation mécanique, elle est intéressante. En plus, alors on ne fait jamais une séance que de LPG, mais le travail manuel est primordial. Mais c'est vrai que ça peut aider aussi, soit sur des surfaces un petit peu plus grandes ou à des localisations dans un creux axillaire ou quoi. Des fois, on a du mal avec la main, et c'est vrai que la technique LPG va nous aider aussi à travailler les cicatrices. Donc, c'est intéressant, c'est bien. On ne fait pas que ça, mais en complément, tout à fait. Il y avait sur le lymphœdème aussi peut-être un peu moins. Oui, le lymphœdème un peu moins. Enfin, après, sur le lymphœdème, la technique LPG, elle est bien sûr sur des lymphœdèmes très fibrosés. Voilà, ça permet de travailler un petit peu plus en profondeur. Une autre question: une chirurgie pour les brides cicatricielles résistantes au traitement manuel. Je n'ai pas d'expérience de ça. Je sais que pour avoir eu une formation sur le sujet, on s'est plutôt déconseillé quand même. Enfin, je suis pas sûre que ça fonctionne bien, mais j'ai souvent entendu, en tout cas personnellement, surtout là où je travaillais avant, qu'en fait le problème c'est que ça revenait quasi systématiquement. Donc en fait, ça fonctionnait pas. Malheureusement. À quel moment passe-t-on des bandages multicouches au manchon? En fait, on arrête les bandages. En fait, on va traiter son œdème en phase intensive, on va dire. On va essayer de faire du drainage assez régulièrement avec des bandages. Et lorsqu'on voit qu'on ne réduit pas plus le volume, parce que l'idéal, on voudrait retrouver le même volume que le membre supérieur contralatéral, mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Il en reste toujours un petit peu, enfin souvent. Donc, à un moment donné, quand on voit qu'on n'arrive plus à réduire avec les bandages multicouches l'œdème, c'est qu'on l'a à peu près stabilisé, c'est le volume qui va rester, on va dire. Et donc, on va passer au manchon pour que justement fixer ce volume-là. Et puis, il faut les refaire régulièrement. Un manchon, ça se garde pas toute une vie, c'est tous les 6 mois au moins. On les renouvelle et on fait des prises de périmètre pour voir si ça, entre deux, si ça n'a pas réaugmenté un petit peu. Auquel cas, on peut refaire un traitement d'attaque, on va dire. Et puis, on adapte nos manchons. Voilà. Et on peut avoir aussi des hospitalisations pour les phases intensives. Ça arrive, il n'y a pas trop de place, malheureusement. Il y en a à la Ferté-Massé, et sinon il y en a sur Paris, par exemple, Cognac-G, des choses comme ça. Et là, je crois que c'est 2-3 semaines, les phases intensives à peu près, suivant les hôpitaux.
En fait, Cognac G, ça va être de 15 jours à 3 semaines, même 3 semaines. Ferté-Massé, c'était sur une semaine. Ah oui. Ils font du lundi au vendredi. Voilà. Et c'est vrai que pour des patientes qui ont, entre guillemets, l'habitude de faire des séjours, que ce soit à Ferté-Massé ou Cognac G, les délais sont quand même de plus en plus longs. C'est pas inintéressant de refaire entre deux des bandages pour éviter que voilà, ça n'explose, quoi, hein. Il y a une autre question, c'est quelle mobilisation pour la prothèse? Ok. Du coup, on va faire des mobilisations douces, vraiment dans tous les sens en fait. Alors, on va pas faire tourner la prothèse sur elle-même, mais on va vraiment pousser tout doucement la prothèse vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers le bas, vers le haut. Ça, vous pouvez regarder justement. On a fait une vidéo qui explique aux patientes, mais au final, c'est exactement la même technique. Voilà, il y a plus pendant un moment donné, je crois que parce que la forme de la prothèse était différente, on déconseillait. J'ai failli. Ouais. Si tu veux, je peux compléter. Mais vas-y. En fait, avant, on utilisait des prothèses anatomiques, c'est-à-dire qu'il y avait un haut, un bas. Donc, il ne fallait pas qu'elles se retournent. Et aujourd'hui, en fait, ces prothèses, vous avez peut-être entendu parler des lymphomes anaplasiques à grandes cellules qui sont spécifiques des prothèses qui étaient texturées, en fait, qu'on utilisait avant, et donc qui sont interdites maintenant. Et on utilise des prothèses lisses et qui sont rondes. Donc, en fait, elles ne peuvent pas... quelle que soit la position, elles auront toujours la même forme. Donc, de ce côté-là, maintenant, normalement, il n'y a plus de souci. Après, des patients qui ont été opérés il y a quelques années, ça fait pas si longtemps que ça, en fait. Ça fait peut-être 4-5 ans. Donc, vous pouvez encore avoir des patientes avec des prothèses anatomiques. D'où l'importance aussi de bien lire les comptes rendus opératoires. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé, mais c'est hyper important parce qu'au final, dans le compte rendu opératoire, vous allez savoir est-ce que la prothèse elle a été mise dans une matrice stylo qui a été amarrée au grand pectoral ou pas, est-ce que la prothèse elle est mise sous le muscle ou pas. Et du coup, c'est vraiment, n'hésitez pas à demander à vos patientes de venir avec leur compte rendu opératoire, ça va vous donner aussi plein d'infos. Surtout qu'elles en ont un. Oui. Elles en ont un, et c'est vrai que l'intérêt du bilan, d'avoir le maximum d'informations, on comprend un peu mieux les troubles que l'on peut observer, quoi. Donc, plus on a d'informations, mieux c'est. Il y a une autre question, est-ce qu'il y a des contre-indications à vie pour le sauna et hammam? Est-ce que vous avez la réponse? On va dire que de bon sens, on évite des atmosphères trop chaudes, on va dire. Voilà, pour les personnes avec un lymphœdème. Certaines pour qui ça va bien se passer, d'autres moins bien. Voilà. Donc voilà, si vraiment elles ont l'habitude d'y aller tout le temps, que c'est leur moment, où ça leur fait du bien, moi, des fois j'ai tendance à leur dire pourquoi pas essayer si vraiment elles y tiennent. Après, si elles peuvent s'en passer, c'est peut-être pas forcément risqué à prendre. Enfin, c'est vraiment, il n'y a pas de. Que pensez-vous du drainage par vibration percutanée? Voilà. Je ne sais pas. Pas d'avis. On va noter, on va refaire une recherche. Peut-être le même monsieur. Si on peut avoir plus de détails sur cette question, on va passer à la prochaine. À combien de temps post-op peut-on reprendre la course à pied ou des sports avec adversaire avec une prothèse? Après, souvent, on dit quand même que après la mise en place d'une prothèse, vraiment du sport un peu actif, c'est bien d'éviter pendant 6 semaines, presque 2 mois. Après, clairement, la course, si c'est de la course à pied tranquille, au bout d'un mois, ça ne me choque pas. Après, voilà, en fonction aussi de la cicatrisation, de comment se passent les soins. Après, le sport avec adversaire, après, faut essayer d'éviter de se prendre un coup dans la prothèse. Après, je veux dire que ce soit en post-opératoire immédiat ou à distance, en fait. Mais après, est-ce qu'il faut arrêter de faire un sport qu'on aime parce qu'on a une prothèse? Je pense que voilà, faut juste faire attention. Et puis, si ça arrive que y a un coup qui est mis sur la prothèse, faut pas forcément hésiter à consulter, faire une écho, être sûr il peut y avoir des ruptures de prothèse. Après, ça se change, c'est pas forcément très, très grave. Une autre question, est-ce que vous préconisez des soins après les séances de radio au CFB type pansement crème? On va voir avec le radiothérapeute qui s'occupe de la dame. Je vais vous dire, je ne sais pas trop
Je ne sais pas, Zénra, si tu les connais un peu mieux, mais ça dépend des radiothérapeutes, je crois. Ouais, je connais pas trop les consignes qu'ils donnent. Je Il y a sais souvent que des choses, mais souvent des crèmes, c'est sûr. Après, pansement, hydrovac, je plutôt sais des pas. crèmes ou d'hydrovac, des choses comme ça. Mais Puis après, ça dépend aussi. Je suis pas sûre qu'il y ait des choses en systématique, en fait. Je pense que ça dépend de la tolérance des patientes. oui, parce qu'au final, Au fur avec et à la mesure des radiothérapie, ouais, il y a des patientes qui vont rougir très vite et beaucoup Ouais. qui vont avoir vraiment voilà, des peaux très rouges qui brûlent, d'autres dames où ça se passe plutôt très bien, et donc elles vont peut-être pas forcément avoir besoin. Je pense que ouais, ça dépend vraiment du radiothérapeute et de la patiente, quoi. Une autre question, y a-t-il une utilité du DLM après curage ganglionnaire? Il y a une utilité s'il y a œdème. Drainage lymphatique. Ouais. Utilité s'il y a œdème, pas de drainage préventif, pas de choses comme ça. Ouais, Voilà. En fonction effectivement de ce que l'on constate dans son bilan, s'il y a un œdème ou pas. Donc là, on peut aller drainer. S'il n'y a pas, on ne draine pas. ça peut même, je crois, par certaines études, surcharger les ganglions qui restent. Donc je pense qu'il faut vraiment éviter s'il n'y a pas d'œdème. Une autre question, est-il toujours d'actualité de mettre le bras côté opéré sous cloche à vie en interdisant prise de sang, port de charge, etc. Non, c'est plus d'actualité, on va dire. Au contraire, on encourage à l'activité, au sport, au renforcement. Enfin, voilà. Après, on fait ça de manière quand même raisonnée, on va dire. En ce qui concerne la prise de sang, je crois que c'est plus une interdiction. Après, je suis pas sûre que. Enfin, pense autant qu'elles aller, évitent, ouais, autant éviter. Faut éviter. Oui, Oui. après, il n'y a pas de contre-indication Voilà. formelle, quoi. Oui. La meilleure, au final, la meilleure prévention, c'est le mouvement. Donc, le fait de mettre beaucoup d'interdits à ces patientes-là, bah, c'est au final qu'elles vont avoir peur et qu'elles vont pas bouger leurs bras. Et c'est là où elles risquent au final le plus d'avoir un lymphœdème, surtout si elles ont des traitements hormonaux qui vont leur faire prendre du poids. C'est aussi un risque important de lymphœdème. Donc, je pense qu'il faut vraiment essayer d'avoir un discours pas trop voilà, kinésiophobe, en fait, et pas plein de contraintes pour que les patientes elles se remettent en mouvement. Il y a une autre question, que pensez-vous des pansements siliconés de type mépiforme? Bah, ça peut être très bien si, en fonction de la cicatrice. Les pansements siliconés, ils ont vraiment une indication particulière qui est, si je me trompe, mais les cicatrices hypertrophiques. Donc vraiment, quand on va avoir des cicatrices rouges qui vont être gonflées, là, on va pouvoir en effet faire des étirements, mettre des pansements siliconés. Si on n'a pas ce type de cicatrice, qu'on a juste de la fibrose ou de l'adhérence, là, on ne va pas en avoir besoin. C'est vraiment en fonction du type de cicatrice ou de pathologie cicatricielle surtout, et ça fonctionne super bien sur des cicatrices hypertrophiques. Concernant les prothèses d'expansion, est-ce bien posé en reconstruction différée? Alors, oui, c'est bien en reconstruction mammaire différée. Donc, on les pose dégonflées. Après, on peut aussi, vous pouvez, nous, on ne le fait pas trop, avoir des reconstructions mammaires immédiates avec la pose d'un expandeur qui va être gonflé. Il y a certains centres qui vont le faire, par exemple, chez les patientes qui ont un gros volume mammaire, ils vont mettre un expandeur, en fait, qui ne vont pas gonfler complètement pour que ça cicatrise bien et le regonfler dans un deuxième temps. Et ensuite, plus tard, quand ce sera bien cicatrisé, ils remplaceront par une prothèse définitive. Il y a aussi des techniques où on va mettre en place un expandeur gonflé. Et en fait, je vous en ai parlé un petit peu des reconstructions exclusives par lipomodelage. En fait, on va venir faire des séances de lipomodelage et au fur et à mesure des séances et qu'on va gagner de l'épaisseur, en fait, on va venir dégonfler l'expandeur jusqu'à l'enlever potentiellement. Après, ça reste vraiment anecdotique. Donc, le principal, ça reste le différé. Il y a une autre question. Est-ce qu'il y a un délai à ne pas dépasser entre la mise en place d'une prothèse après mastectomie, par exemple, une ou plusieurs années? Non, il n'y a pas de délai. Ça peut être plusieurs années après, il n'y a pas de souci. Concernant la prise en charge après ganglion sandinelle. On peut dire. Après, rien de spécifique. Il n'y a pas de prévention, pas de choses. Non, il y a rien de particulier. Je ne sais pas si vous voulez préciser un peu plus votre question, parce que là, comme ça, vous.
On va passer à la question suivante en attendant plus de détails si besoin. Combien de temps la peau réagit-elle après des rayons? Ça peut être assez long. Ouais, ça On peut être a des plusieurs fois des semaines. réactions, ouais, j'allais même dire des fois mois. plusieurs mois, hein, des Moi, fois j'aurais jusqu'à plusieurs 3-4 mois. mois. Ouais. De l'œdème aussi sur le sein. On peut avoir des seins assez émaciés. Ça inquiète parfois les patientes avec des peaux rouges qui persistent pendant un certain temps. Ouais. Après, il ne faut pas hésiter à réadresser si ça persiste et que c'est bizarre, parce qu'il ne faut pas non plus passer à côté de quelque chose. Hein, mais c'est pas rare qu'on refasse des échographies pour être sûr qu'il n'y a rien, mais ça peut arriver. Seconde question, est-ce que au FCB, vous travaillez, collaborez avec des kinés de l'annuaire du RKS? J'imagine que c'est avec le CFB, notamment avec Véronique qui est là. Donc voilà, on a travaillé sur ce projet de webinaire. Après, on ne travaille pas directement au quotidien, mais c'est vrai qu'on est en relation. Voilà, ça arrive qu'avec certaines kinés du RKS aussi sur d'autres régions, on soit en lien par téléphone quand il y a des infos à se donner, des questions. Après, on ne travaille pas vraiment directement. On n'envoie pas non plus systématiquement nos patientes que vers des kinés du RKS parce que malheureusement, il n'y en a pas assez, je trouve. Ce serait bien que ce réseau prenne un peu plus d'ampleur pour qu'on en ait partout. Mais voilà. Après, c'est vrai que pour les patientes qui commencent à être informées, des fois, elles vont chercher sur ce type d'annuaire un kiné qui va être formé, quoi. Mais Baclès, on n'en voit pas forcément, enfin, on n'en voit pas chez tel ou tel kiné, mais les patientes peuvent être demandeuses d'avoir un kiné formé. Surtout si elles se rendent compte que leur kiné habituel soit est débordé, ne peut pas les prendre ou que le délai va être un petit peu long. Donc, elles vont chercher un kiné plus formé à la sénologie. Une autre question, dans le cadre du suivi pendant l'hormonothérapie, en plus de l'APA, avez-vous un suivi spécifique éducation thérapeutique et des conseils concernant l'alimentation et l'hygiène de vie? Alors, c'est une question très vaste. Alors, je sais que par exemple, il y a des fois, en tout cas pour les patientes, des conseils diététiques dispensés par nos diététiciennes, en tout cas au CFB, il y a des ateliers qui se mettent en place justement pour les conseils alimentaires post-cancer pendant l'hormonothérapie, en effet, avec la prise de poids. Après, on n'a pas d'éducation thérapeutique spécifique. Voilà, ça va être plutôt concernant l'alimentation. En effet, il y a des ateliers qui vont se remettre en place bientôt au centre. La question qui suit, du coup, on demande s'il y a des restrictions justement alimentaires ou des certaines plantes après un cancer du sein. Il n'y a rien de spécifique, non. Non, après, c'est important que les patientes, après, c'est ce qu'on a déjà dit, ne prennent pas de poids ou fassent attention, qu'elles aient toujours une activité physique. C'est hyper important pour tout ce qu'on a dit sur les séquelles de la chirurgie, mais c'est très important aussi sur le risque de récidive du cancer du sein. On sait que l'activité physique une activité physique diminue le risque de récidive et à l'inverse, l'obésité augmente le risque de cancer du sein. Donc, Il y a une autre question pour savoir s'il est possible de retrouver, où est-ce qu'il est possible de retrouver le lien du livret d'exercice. Je vais vous remettre la diapo. Voilà, donc c'est directement en fait sur le site du centre François Baclès. En fait, voilà, il y a plusieurs onglets. Donc c'est être soigné et s'informer. Un petit onglet sur les cancers, le cancer du sein. Et là, vous allez pouvoir retrouver ces informations-là. Est-ce qu'on a parlé de la pressothérapie en début de... Non, on n'en a pas parlé. La pressothérapie est un plus, on va dire, à la rééducation, pour le lymphœdème, mais je pense que les techniques les plus efficaces vont être le drainage lymphatique manuel et les contentions, que ce soit manchon ou bandage. Tu valides? Est-ce que vous avez d'autres questions? Si jamais quelqu'un veut prendre la parole, on a 5 minutes. Vous pouvez juste lever la main et j'activerai votre micro. Sinon, vous pouvez poser les questions toujours sur le chat. D'ailleurs, on a une question. La rétraction mammaire après radiothérapie est-elle réversible? Après, on essaye avec
de la kiné. Ça vaut le coup Ça vaut le d'essayer. coup d'essayer, ouais. Mais c'est sûr que si c'est un stade trop avancé, je pense pas. On ne fait pas des miracles non plus. Mais je pense que ça vaut le coup d'essayer si on arrive des fois à récupérer un peu de souplesse. Et si jamais ça suffit à la patiente, peut-être qu'elle aura pas repassé aussi Ouais. au bloc. Après, sur les histoires de coque, on sait que les patients qui ont une reconstruction mammaire immédiate, puis de la radiothérapie, on essaye de les prévenir que le résultat esthétique qu'on a après enfin, voilà, quelques semaines après l'intervention, quand on commence la radiothérapie, on sait que ça peut s'aggraver. Après, ouais, on essaye de faire en sorte on limite un petit peu la casse. Après, s'il faut repasser au bloc opératoire pour libérer la coque, il faut qu'on le fasse. Il y a une autre question, c'est est-ce qu'il est possible d'assister à une intervention chirurgicale? Je sais pas du tout. Enfin, oui, je pense qu'en soi, il n'y a pas forcément de souci si vous souhaitez assister à des interventions. Après, c'est des choses qui doivent se caler sur des jours spécifiques. On est quand même plusieurs. Il y a toujours des interventions sur du cancer du sein tous les jours de la semaine parce qu'on est nombreux et qu'il y a de l'activité. Donc après, n'hésitez pas. Ça peut s'organiser. Ouais. Pas d'autres questions spécifiques? En tout cas, merci aux intervenantes d'être venues au webinaire. C'est très intéressant. J'espère que ça vous a plu et que ça a répondu à vos questions sur ce sujet. N'hésitez pas, si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez m'envoyer un mail et je transférerai les questions aux intervenants. Très bien. Merci beaucoup à tout le monde. Merci bien. Bonne soirée. Bonne soirée aussi à vous et bonne soirée également. Au revoir.